extrêmement clair, on a un changement de paradigme. C'est vraiment le point majeur en fait de la réflexion et des discussions que je voulais avoir avec vous, de l'échange au niveau achat. Le métier d'acheteur, pour nous, en fait, il change complètement. On n'est plus dans une logique en fait de négociation de prix. Certains pouvaient parler de costing. On n'est plus dans une logique uniquement d'approvisionnement. On est dans une logique de sécurisation, de trouver des solutions en permanence. Moi, je passe mes journées personnellement à identifier des alternatives, des nouvelles sources, des nouveaux produits, à repenser mes produits, à repenser mes process. C'est aussi toute l'ingénierie et toute l'innovation qu'on a dans nos entreprises, en fait, qui sera, je pense, clairement le salut, en fait, pour passer ces crises. J'en étais au dérèglement climatique. Et le quatrième facteur que je rajoute, en fait, on l'oublie un peu, mais j'espère que vous êtes tous face à cette composante structurelle. C'est aussi un marché d'emploi qui est complètement déséquilibré. Typiquement, aujourd'hui, on peut trouver nos matières, on peut acheter, on peut négocier. Par contre, on manque de personnel. On manque de main-d'œuvre entre les ouvrières, on manque de transporteurs. Donc, on a un vrai déséquilibre aussi, qui est un vrai challenge aussi à traverser. Et c'est une insuffisance sur le marché, en fait, qui vient on va dire, aggraver la situation avec l'ensemble des autres paramètres qu'on a pu voir. Est-ce que déjà, sur ce constat, vous avez, j'essaie de le résumer, hein, d'être très simple, parce qu'il y a beaucoup de ramifications, il y a beaucoup de sujets sur les marchés. Est-ce que déjà, vous avez des questions, des interrogations? Pour les internautes qui nous écoutent, n'hésitez pas soit à lever le pouce ou écrire dans le blog, dans la conversation. Anthony est là aussi pour justement créer l'échange et l'interaction entre nous. Hein. Donc voilà, donc on passe à la slide suivante. Très bien. Alors, c'est une autre manière de revoir un peu les facteurs de la crise. Alors, je ne vais pas répéter tout ce que je vous ai dit, en fait, mais on peut prendre le rétroviseur et regarder un peu ces 18 derniers mois et constater qu'on a des paliers en fait, qui se succèdent et qui se complètent. Donc, globalement, le rebond post-Covid au premier trimestre 2021, qui s'est suivi une deuxième lame de fond en fait, sur l'impact des matières et de l'énergie. Notamment, moi, je vois auprès des fournisseurs, donc on a eu deux effets qui sont passés le premier trimestre avec une inflation croissante et le dernier trimestre 2021 qui a été extrêmement. Qui s'appelait Gravier. Il a arrêté. Ouais, elle arrête. Excusez-moi, c'est vrai qu'on ne nous a pas précisé. C'est d'autres, ça. Est-ce que vous pouvez couper vos micros pour fluidifier en fait nos échanges? Merci. Donc, l'année 2021 a déjà été une année sportive, on va dire comme ça. 2022, on est en plein dedans, mais 2021 était déjà je pense, précurseur de ce qui nous attend dans les 3, 4, 5 prochaines années. La guerre en Ukraine, très clairement, a exacerbé et a aggravé les tensions. Mais j'insiste lourdement, nous avions déjà beaucoup de prémices qui montraient que le modèle tel qu'on connaît aujourd'hui, de flux, d'achat, de sourcing, d'économie mondiale, en fait, commençait à atteindre ses limites. Et c'est ce que je voulais souligner, c'est sur les petits pavés qui sont en bas du slide à droite. On a plusieurs facteurs qui existaient déjà, en fait, et qui commençaient déjà à apporter des limites à notre modèle. Le premier sur les capacités de production. On a un très fort décalage, en fait, sur différents marchés entre les capacités de production et la demande. Vous l'avez vu notamment sur des sujets électroniques, semi-conducteurs, vous l'avez vu en fait sur du médical. On a beaucoup de sujets de ce type-là en fait qui nous interpellent sur la capacité de pouvoir assurer des besoins tels qu'on les connaît et tels qu'ils étaient. Évidemment, c'est une logique, c'est une analyse régionale, une analyse par pays, par secteur qu'il faut conduire, mais on a déjà un déséquilibre qu'on connaissait déjà depuis quelques années. Deuxième point, transport et logistique. Là aussi, la crise, on va dire, ou
plutôt des facteurs de crise sur le transport logistique, le manque de chauffeurs, la rentabilité des transporteurs. Nous avons beaucoup de transporteurs en Bretagne et nous savons que chaque coup de vent sur les prix du gazole, chaque variation sur les législations, en fait, viennent éroder des marges qui sont déjà très faibles. Donc, on est sur un métier en tension qui là aussi est en pleine transformation. Troisième point sanitaire, évidemment, le Covid, mais pas que. Pas que. Nous avons aussi d'autres crises sanitaires au niveau des animaux. Il y a eu des pandémies, on a des crises régionales. Donc voilà, il y a aussi une situation sanitaire qui est à surveiller. Là aussi, encore, le monde a changé. La situation sanitaire aussi est un paramètre majeur. Alors, je vois que tout le monde prend des notes. Je pense qu'on diffusera la présentation. Donc n'hésitez pas, en fait, si vous voulez faire bien vous copier tous mes graphiques et tous mes petits carrés. L'environnement, changement climatique, je ne reviendrai pas dessus, on en reparlera en fait, mais c'est aussi le défi majeur. Je pense qu'il y a une mobilisation sans précédent des institutions, des entreprises, des acteurs et individuellement aussi. L'urgence est là, et si on raisonne en fait au niveau achat, c'est un des points que je conclurai aussi. Je n'oppose pas une logique de développement d'une politique achat responsable à une logique économique. Les achats responsables sont clairement un levier, un facteur de la performance des entreprises, de la différenciation. Au-delà du rôle sociétal, c'est également un facteur de compétitivité. Point 5, géopolitique et réglementaire. Vous l'avez vu, le monde est de plus en plus compliqué. On est face à un échiquier où les ententes, alliances, conflits, en fait, sont des fois lisibles, visibles, d'autres fois beaucoup plus complexes. Et évidemment, elles influent sur les douanes, elles influent sur les produits importés, exportés, elles influent sur notre capacité à pouvoir assurer l'ensemble de nos besoins. Le point 6, je voulais aussi le souligner, cybersécurité. C'est un sujet aussi dont on parle un peu moins en ce moment. Je pense que l'actualité est assez dense. Depuis maintenant 10 ans quasiment, le territoire français et européen en fait subit des attaques extrêmement régulières, extrêmement puissantes de hackers, donc de cyberterroristes, qui touchaient généralement les administrations historiquement et qui maintenant touchent les entreprises privées. Donc évidemment les hôpitaux, vous l'avez vu, on touche à un secteur stratégique. Mais je vais prendre un exemple de mon côté au niveau de l'agroalimentaire. J'ai travaillé dans le groupe Avril, qui est un groupe français qui travaille sur les huiles, sur le biocarburant, qui travaille aussi sur l'industrie animale. Ils ont vécu une cyberattaque qui les a paralysés pendant 3 semaines. Donc, pendant 3 semaines, plus aucune activité, plus aucune communication, tout se faisait par téléphone. Donc, je vous laisse imaginer sur des mécanismes financiers, des mécanismes de compensation et une factorisation des risques sur les marchés. Donc, on se retrouve avec des prix de marché qui n'ont pas de corrélation avec la valeur des produits. Et là aussi, on attend énormément des gouvernements, on attend énormément des institutions pour pouvoir aider à réguler. Les marchés resteront financiers, mais l'objectif est de pouvoir poser un cadre de contrôle, de réglementation qui permettent d'éviter des envolées qu'on a pu connaître au mois d'août sur le prix de l'électricité. Merci Magali. Bon, évidemment, je ne pouvais pas intervenir sans parler d'énergie. Je pense que c'est l'actualité pour tous. Personnellement, ça me prend 50% de mon temps en ce moment. C'est la situation la plus préoccupante qu'on ait. Vous voyez les courbes de prix, électricité et gaz. Je ne vais pas revenir sur toute l'actualité avec les coupures de gaz russe. Apprenons à vivre sans le gaz russe, pour faire très simple. Le modèle a changé.
n'auront pas, et a priori dans les prévisions de gaz russe qui reviendra, donc nous devons travailler dans l'indépendance. Le système européen est plutôt en bonne voie, globalement, de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Après, d'autres relations géopolitiques, vous avez dû le voir avec la Norvège, en fait, sont en train de s'établir avec des négociations et dialogues qui s'établissent. Mais globalement, on est dans une situation qui est moins critique que ce qu'on imaginait. Nos niveaux de stock de gaz sont plutôt bons. Espérons que l'hiver ne soit pas trop froid quand même. Mais on devrait en fait pouvoir avoir une continuité. Maintenant, le vrai sujet, c'est les prix. Évidemment, j'imagine qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entrepreneurs, on a beaucoup de chefs d'entreprise, vous êtes tous face à vos factures d'électricité et de gaz. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, les particuliers ont un bouclier tarifaire, les entreprises ne l'ont pas. Donc, on se prend de plein fouet les variations des prix. Si vous n'êtes pas couvert avec une vision de 2, 3, 4 ans, vous vous retrouvez avec des plus 60, plus 100, plus 200%, suivant les cas de figure. Ce qui se passe sur l'énergie, là encore, je renvoie aux experts. Je ne suis pas un expert, mais je passe 50% de mon temps sur les sujets énergétiques en ce moment, puisque mon groupe il est très fortement exposé. Vous avez vu l'actualité, on a eu un conseil de défense donc la semaine dernière, il y a 10 jours, on a eu un conseil des ministres européens vendredi dernier, qui a annoncé plutôt des bonnes nouvelles, même s'il n'y avait aucune mesure concrète. Et on a une situation sur la France où le risque lié aux centrales nucléaires, a priori, devrait être levé, l'ensemble des centrales nucléaires devrait redémarrer. Donc, la production d'électricité devrait revenir, entre guillemets, à la normale cet hiver et elle est à 100% pour février-mars. C'est indéfini pour EDF. Malgré les annonces, je peux vous confirmer que c'est un vrai challenge technique en fait, qu'ils sont en train d'assurer. Ça nous permettra non pas d'avoir une indépendance, mais d'avoir assez de ressources énergétiques en fait, pour passer en fait, les prochains mois, un hiver douloureux et puis les prochains semestres. Alors, c'est une note un peu positive. Maintenant, ce qu'on attend, c'est des mesures très concrètes, des décrets, des lois qui vont acter en fait sur des réductions de consommation pendant les pics, qui vont acter en fait sur une dérégulation du marché, déconnecter les prix de l'électricité et du gaz. Quand le gaz explose, l'électricité explose et dans les proportions sans commune mesure. Donc, pour la France, tout simplement, la crise ukrainienne donc, liée aux coupures de gaz a entraîné une envolée du prix de l'électricité qui est aggravée par la maintenance des centrales nucléaires, juste pour résumer. Donc, l'objectif aujourd'hui est de reprendre du recul en fait, sur le marché et de trouver des mécanismes qui nous permettent de revenir à des prix réels. En attendant, on reste toujours à des niveaux monstrueux. Ce matin, je regardais, on était encore à 500 € du mégawattheure. D'ici 3 semaines, les fédérations professionnelles en fait, devraient communiquer à l'ensemble de leurs membres en fait, des consignes en fait, sur les couvertures, sachant qu'on attend des décrets très concrets, notamment en France, qui devraient faire chuter le prix de l'électricité. Alors, je suis dans le conditionnel, hein, je fais très attention, je n'ai aucune boule de cristal, il y a tellement de volatilité, mais on est dans plutôt une bonne direction pour revenir à des prix non pas d'il y a un an, mais à des prix autour potentiellement de 200 € ou 300 € le mégawattheure, ce qui reste fou, mais on s'écarte de la zone complètement surréaliste qu'on a connu au mois d'août. Et je reprends la main et je me présente parce que du coup, désolée pour la partie des agréments techniques qu'on a connus en introduction de notre webinaire. Donc, je suis Magali Chanel. Je suis arrivée à la CCI MBO Quimper au 1er septembre, mais je suis une ancienne CCI Ille-et-Vilaine, qui y était pendant 9 ans pour accompagner les entreprises, notamment sur les sujets achat et économie circulaire. Et auparavant, j'ai donc 15 ans d'expérience en achat industriel et en logistique. Donc, juste pour vous rappeler, donc, le support de restitution sera bien transmis à l'issue de l'atelier. Il y a des liens hypertextes pour accéder directement aux documents qui vous sont présentés ce matin. Et donc, oui, vous êtes aussi entreprise bretonne concernée par ces hausses de prix et qui freinent finalement votre développement. Hein. Donc là, il y a l'observatoire au premier semestre 2022 de la CCI Bretagne hein, qui confirme les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, notamment sur les hausses de prix. Qui concerne quand même 82% des répondants. Donc ça, c'est une vraie montée en puissance, en tous les cas, de la partie achat dans aussi la gestion de la trésorerie de l'entreprise également.
Donc, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes 64% des répondants à avoir subi des hausses de prix en matières premières, 54% dans le transport, 53% dans l'énergie, c'est-à-dire que ça touche quasiment toutes les familles d'achat. Pour cela, quelles mesures envisagez-vous dans votre entreprise? Donc 35% des répondants, c'est aussi s'approvisionner autrement. Et je crois que c'est ce qu'on va aussi aborder avec Anthony tout à l'heure sur la nouvelle façon de faire, mais aussi de rechercher de nouveaux fournisseurs, travailler sur son sourcing, un sourcing qui peut être aussi plus local, substituer aussi certaines matières premières, repenser le produit dans sa totalité. Des choses qu'on va pouvoir aborder avec Anthony. Et puis, il y a quand même 3% des répondants qui souhaitent également relocaliser certaines activités qu'on n'avait pas connues quand même depuis un certain temps. Et là, on voit bien que c'est une tendance prégnante en France et aussi en Bretagne. Je relaisse la main. Peut-être ce sera l'occasion, si vous voulez poser une question, apporter des remarques dans le chat, n'hésitez pas. Et puis vous qui êtes en présentiel également, si vous avez des remarques, des observations, des retours d'expérience sur ce que vous avez vécu aussi depuis ces quelques semaines, quelques mois, n'hésitez pas, on est là. Et s'il n'y a pas de remarques particulières, je repasse la parole à Anthony, qui va nous parler des défis justement pour la fonction achat. Comment nous, on peut en fait réagir, guérir et puis surtout prévenir, anticiper. Attends, si tu peux juste rester, Magali, sur le slide précédent qui est extrêmement intéressant sur les réponses et les actions qui sont entreprises, en tout cas par les répondants. Ce que je note quand même, il y a un point que je remarque, c'est l'innovation qui est à 19%, qui est un peu en bas de tableau. Aujourd'hui, sur la fonction achat, l'échange qu'on a entre pairs, donc entre professionnels des achats, il est clairement en fait sur du défensif. C'est-à-dire, je sécurise, je passe des contrats, je négocie, je trouve des sources. Clairement, on travaille énormément aussi en fait sur ce qu'on appelle de l'offensif, qui est de l'innovation. Innover sur son process, innover sur ses produits. Alors, je reviendrai sur le sujet après, mais je suis là personnellement convaincu en tant que directeur achat groupe d'un côté et vice-président du Sénat Bretagne, en fait, que l'innovation va être une clé aujourd'hui pour les entreprises, notamment industrielles, c'est le secteur que je connais le mieux, pour pouvoir, évoluer dans son marché, deux, continuer en fait à être, en tout cas rencontrer du succès en fait auprès de ce client et pouvoir se différencier. On a beaucoup d'acteurs, en tout cas dans mon entourage, moi, qui viennent vers moi et me disent j'ai un carnet de commandes qui est plein pendant les 10 prochaines années. J'ai des clients qui me font confiance. Je n'arrive juste plus à avoir de matière, je n'arrive juste plus à avoir de transporteur, je n'arrive juste plus à faire tourner mes lignes parce qu'il me manque des salariés. Le vrai sujet, il est évidemment de bâtir un plan, très clairement, mais qui doit comprendre un axe innovation. Donc j'invite toutes les entreprises aussi à avoir cette réflexion profonde, seul ou accompagné, et je pense d'ailleurs potentiellement que la CCI et d'autres organismes même privés en fait, peuvent vous aider à réfléchir sur votre stratégie d'innovation. Comment proposer des alternatives. N'oubliez pas non plus que ce que vous traversez en tant qu'entreprise, les marchés le traversent également, vos clients le traversent également. Je travaille moi pour la grande distribution, pour Europe Snack. Vous connaissez la grande distribution, on est sur des clients qui sont assez musclés en négociation. Pour faire très simple, on a aujourd'hui en fait des vrais sujets où on repense nos produits, on repense des alternatives, on présente de nouvelles solutions compte tenu du contexte. Donc il y a eu toute une phase, on va dire, sur les marchés de déni par rapport à cette situation. Alors, je ne parle pas de la grande distribution, mais en général, il y a une phase de digestion et maintenant on a une phase de construction. Et cette phase de construction doit être un appel d'air pour les entreprises pour leur permettre justement de pouvoir innover et proposer des choses qu'elles ne pouvaient pas faire avant parce que la porte était fermée, parce que les investissements n'étaient pas là ou parce que tout simplement l'état d'esprit n'était pas forcément là. Merci Magali. Avec plaisir. Alors, quels sont les défis pour la fonction achat? Plutôt que d'avoir bâti une cinquantaine de slides, je peux le faire, j'ai préféré essayer de résumer en fait, de manière visuelle en fait, sur ce slide les grands défis que la fonction achat traverse. Alors, quand je dis la fonction achat, c'est le métier achat. Pas forcément toujours des acheteurs professionnels. Je sais que dans beaucoup d'entreprises, on a des dirigeants qui achètent eux-mêmes, on a des patrons de production qui achètent eux-mêmes, on a des personnes des ressources humaines qui font leurs propres achats. Donc, c'est vraiment là, je m'intéresse à l'acte d'achat en lui-même. Les défis.
je vais mettre 3 catégories. En tout cas, c'est la vision que je veux vous partager. Bon, la première, elle est bien sûr sur les approvisionnements. C'est la course, c'est un véritable marathon qu'on connaît maintenant depuis plus de 18 mois, ça fait 2 ans maintenant, où l'acheteur fait face en fait à des difficultés majeures. Donc, la première, c'est la disponibilité des produits matières. On a les produits, on a des matières. Je prends des exemples hein, sur l'agroalimentaire. Typiquement, je vous parlais tout à l'heure en fait, du maïs. On a du maïs, on a des productions. Par contre, les quantités sont différentes, la qualité est différente. Donc, il faut sécuriser, il faut anticiper, il faut contractualiser, il faut ouvrir du sourcing. Et donc, il faut absolument trouver des solutions très rapides en fait, pour pouvoir gérer ses besoins. Le cas le plus extrême sont les ruptures. Donc, je distingue les deux. D'un côté, il y a une gestion du risque, de l'autre, il y a une gestion de crise. La rupture, je n'ai plus le produit. On a aujourd'hui des situations sur lesquelles les produits n'existent plus. Voilà, ils ne sont plus disponibles. Tout simplement parce que on a en fait soit si je prends les matières premières agricoles, des récoltes qui ne nous permettent plus de pouvoir produire certaines matières en fait, de manière rentable pour les agriculteurs. On va avoir aussi des flux qui vont être bloqués sur certaines catégories électroniques. En fait, on va avoir des composants typiquement que les industriels asiatiques ne vont plus produire pour des raisons de rentabilité, pour des raisons de priorité de production. Donc, c'est aussi un sujet en fait qu'on a traversé, enfin, qu'on a affronté comme des crises ponctuelles, mais j'appelle ça plutôt des crises structurelles. Je pense tout simplement que le panorama des disponibilités matières, produits ou technologies en fait va changer. Il y a un peu moins d'un an, j'étais au CFIA, j'animais également une conférence en fait, sur la crise, à nouveau, dans le milieu agricole, avec le responsable d'achat matières premières de Agro-Mousquetaire et le directeur général de Solina, un fournisseur d'arômes. Et une conclusion qu'on a partagée tous les trois, c'est que si on raisonne sur l'alimentaire, les produits en rayon de demain ne seront plus les mêmes. Nous aurons des produits qui vont disparaître, tout simplement. Mais il y aura des remplaçants. Il y aura peut-être aussi une rationalisation. Donc, on va avoir aussi ce type de sujet. Donc, ça fait écho, en fait, à ce thème qui est évoqué sur la surabondance. Ce qu'on constate au niveau achat, c'est que l'abondance n'est plus et qu'il y a des choix qui vont être faits naturellement, soit par le marché, soit par la planète, tout simplement, soit par les acteurs économiques, mais on devra aussi repenser en fait son portefeuille produit lié en fait à sa capacité à acheter des matières ou des intrants en production. Donc, disponibilité, rupture, donc ça c'est plus sportif, hein. Très clairement les acheteurs, tous ceux que j'ai pu voir en fait, sont exténués à fin 2021, en se disant 2022 ça va être mieux, ils sont encore exténués, très clairement, mais ils ont les ressources. Évidemment, le sujet de transport, fret, sous tension, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, sur notamment le transport routier, vous avez vu aussi le transport maritime, complètement fou, le prix des containers multiplié par 4, 5, avec des délais qui s'allongent aussi. Donc, le grand import est extrêmement compliqué. Ça demande une ingénierie, on va dire, technique, planning, financière de plus en plus développée. Néanmoins, ce sont des sources toujours disponibles. La grande différence, c'est que les flux réguliers tels qu'on les connaissait, en fait, ne peuvent plus être assurés directement. Il faut savoir maintenant anticiper et de se dire, pour avoir un produit, une matière, ben, peut-être que j'ai 2 semaines de plus, 3 semaines de plus, 4 semaines de plus. Donc, le dialogue avec mon client, et ça, c'est un point sur lequel je voulais revenir aussi, le dialogue avec mon client, il est essentiel. Un des grands sujets que nous avons au niveau de la fonction achat, c'est de pouvoir communiquer auprès de notre direction générale, auprès des directions commerciales, pour leur apporter des éléments de compréhension à fournir aux clients. On a besoin de pédagogie, non pas d'éducation, mais pédagogie, on a besoin d'expliciter, et on a besoin aussi de montrer les réalités telles qu'elles sont aujourd'hui. On ne peut plus s'approvisionner sur tous les produits de la même manière qu'on l'a connu les 20 dernières années. Deuxième pan, évidemment, économique. Je ne reviendrai pas sur l'énergie, mais bon, on a une augmentation des prix. Je ne connais pas une seule catégorie d'achat aujourd'hui qui n'a pas subi une inflation, même à 0,5 points. Et on a des catégories qui sont extrêmes. Je vous le citais tout à l'heure, en tant que directeur achat pour Europe Snack, moi j'achète de l'huile, beaucoup d'huile de tournesol. Donc je vous laisse imaginer quand l'invasion ukrainienne s'est opérée, ce qui s'est passé. On est passé de prix d'huile en dessous de $1 000 à $3 000. Voilà, ce qui pour une entreprise comme la mienne en fait n'est juste pas tenable.
Ça, c'est un exemple. L'électricité, le gaz, les matières premières agricoles, l'acier, l'aluminium. Vous avez vu aussi les pics qu'on a pu connaître, hein, sur les aciers. L'aluminium, en fait, s'est envolé à 3000 $, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, ça a rebaissé complètement pour revenir à des niveaux de marché, entre guillemets, acceptables. Mais on a connu aussi des inflations extrêmes et qui ont poussé beaucoup d'acteurs, en fait, à avoir des décisions difficiles, à arrêter les activités, prioriser les clients, gérer des contingentements. Gestion du cash, évidemment pour les entrepreneurs, chefs d'entreprise que vous êtes, hein, le cash est primordial. Avance de trésorerie, passer des hausses immédiates sans avoir de prévision. Connaître le prix quand on achète. Alors ça, je ne sais pas si vous l'avez traversé aussi, mais moi j'ai traversé personnellement, et beaucoup de mes confrères acheteurs aussi. La grande nouveauté, c'est dans ce contexte de crise, on a des postes d'achat sur lesquels nos fournisseurs nous communiquent le prix au moment de la livraison, ce qui est extraordinaire. Donc on se retrouve en fait dans une configuration où... C'est l'animation sonore en fait qui venait faire le décorum autour de cette gestion de crise, de l'apocalypse. Oui, on a cette configuration très particulière aussi où on découvre les prix au moment de la livraison, ce qui est très compliqué à gérer puisque vous ne pouvez pas l'intégrer dans vos prévisions. Vous devez juste payer, le prendre dans votre compte de résultat pour le mois et le retraduire si par chance vous le pouvez auprès de vos clients. Donc ça, c'est aussi une grande difficulté de timing des hausses de prix. Donc la gestion du cash est un vrai sujet, très clairement, et on sait, et on ne va pas se le cacher, je pense que le terme, en tout cas, quand Laurent et Magali m'ont sollicité, on a échangé, c'est aussi d'y avoir un échange ouvert. On sait qu'il y a des difficultés pour certaines entreprises, en fait, dans la gestion du cash, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de paramètres influents, tellement de surprises qu'on rencontre chaque mois que le cash devient de plus en plus primordial. Et enfin, les investissements retardés ou en péril. Quand on est acheteur, on est sur les OPEX, donc toute la partie opération, intrants, composants ou autres, et on est sur les CAPEX, donc tous les investissements. Et évidemment, dans ces configurations-là, il n'est pas forcément aisé pour les entreprises en fait, de pouvoir débloquer les budgets d'investissement, d'avoir des lignes de crédit en fait, pour investir. Là aussi, ça impose en fait, une agilité pour l'acheteur, en fait, pour pouvoir trouver en fait, des bonnes priorités sur les investissements, évidemment de concert avec sa direction générale et avec ses partenaires internes. Ça impose aussi en fait, un suivi de projet extrêmement serré. Les délais pour pouvoir avoir des composants sur des machines en process de production industrielle en fait, se sont allongés. Et on a aussi des ruptures de composants. Et comme vous le savez, il suffit en fait, je vais caricaturer, mais d'une vis ou d'un boulon pour arrêter un projet, une machine. Donc là aussi, il y a un vrai défi en fait de pouvoir assurer les projets tels qu'ils sont, et donc lancer avec les dérives, avec les surcoûts et les ruptures. Et en même temps, un des véritables sujets aussi qu'on comporte au niveau de la fonction achat, c'est de continuer à investir. Alors là, je vais un peu plus loin que mon mandat, on va dire, acheteur. On le sait également, c'est en temps de crise en fait qu'il ne faut pas perdre le cap et il faut continuer à investir, continuer à se différencier, continuer à innover. Alors, on pourra revenir sur ce sujet, ce débat en fait, hein, c'est toujours extrêmement compliqué, mais on l'a vécu sur les précédentes crises. Et donc, c'est aussi un des messages forts, en fait, c'est de ne pas tout geler. Il y a évidemment des économies à faire, mais quand vous avez des investissements stratégiques qui vont permettre d'adresser les marchés, qui vont permettre de vous différencier, qui vont permettre d'être plus efficace, plus performant, de lancer de nouveaux produits, et que vous estimez que ces investissements sont vitaux pour les prochaines années, vous faites, en tout cas la meilleure du possible, avec vos financiers, avec vos directions générales, en fait, tous les efforts possibles en fait, pour pouvoir les maintenir, quitte à décaler. Et le troisième, stratégique et rationnelle, l'acheteur, ce n'est pas une machine non plus. C'est un homme, une femme, en tout cas, qui agit et qui a beaucoup d'interrelations. Et vous imaginez bien, dans ce contexte, on a énormément de tensions. Énormément de tensions avec nos fournisseurs, énormément de tensions avec nos partenaires internes. C'est pas forcément évident pour un acheteur d'aller voir son directeur financier et de lui dire que son budget va encore se prendre 10%. Alors là, le financier vous dit, mais oui, pour l'année prochaine. Non, dans 2 mois. Dans 2 mois, on se prend encore 10%. Alors, moi, personnellement, j'ai rejoint le groupe Europe Snack en janvier 2021. Je n'ai eu de cesse
que d'arriver en comité de direction pour annoncer des inflations. Voilà. Donc, il m'appelle Cassandre dans mon groupe. Voilà, c'est mon surnom. J'annonce les mauvaises nouvelles. Donc, dès que j'ai une bonne nouvelle, en fait, je suis félicité. C'est quasiment le champagne. Mais globalement, c'est un peu aussi le quotidien des acheteurs. Hein. C'est non pas d'annoncer des mauvaises nouvelles, mais d'annoncer une réalité de plus en plus difficile et qui se cumule. On n'est pas sur un pic d'inflation et un retour à normal. On est sur des marches d'un escalier où on espère voir à un moment donné en fait le niveau d'atterrissage, mais on continue à monter et monter. Donc il y a des tensions très fortes et l'acheteur, à nouveau, hein, qu'il soit un professionnel des achats ou que ce soit en fait un dirigeant, un patron de business unit, un directeur des ressources humaines ou autre, en fait, il est face à des tensions. Tensions internes, tensions externes. Les tensions externes vis-à-vis des fournisseurs sont extrêmes. C'est là aussi où vous pouvez mesurer, on va dire, la qualité de vos relations, la qualité des partenariats. Qu'est-ce qu'un partenariat? Ça, c'est extrêmement intéressant. En temps de crise, c'est là où on peut le mesurer. Clairement, on va avoir des discussions très différentes avec des fournisseurs qui ont une relation historique, avec des fournisseurs qui ont une confiance en vous et qui vous aideront à passer le cap. Ça ne changera rien à la hausse de prix. Elle sera là. Par contre, ils peuvent vous accompagner. Ils peuvent gérer du stock. Ils peuvent sécuriser pour vous. Ils peuvent accélérer sur le lead time. Ils peuvent vous prioriser aussi. Un des vrais sujets dans la notion de partenariat et dans le dialogue avec les fournisseurs, c'est d'être prioritaire. La majorité des acheteurs que je connais, en fait, aujourd'hui, passent des coups de téléphone ou écrivent ou sont contactés par un fournisseur juste pour être prioritaire. Tout simplement. Parce qu'il y a un contingentement, parce qu'il y a moins de matière. Et ça, c'est un vrai sujet aussi. Et c'est là aussi où le modèle d'acheteur cost-killer, en fait, il a toutes ses limites. Si vous avez été un cost-killer pendant des années, et que vous l'avez été encore récemment, très clairement, vos fournisseurs vous renvoyer l'ascenseur, et de manière extrêmement directe et de manière extrêmement violente. Donc, bien évidemment, je ne souhaite pas du tout l'échec ou la crise en fait pour les acheteurs cost-killers, mais c'est aussi le moment de se réinventer. Et c'est donc là où on doit renforcer sa relation de partenariat. C'est là où on doit, dans les moments de tension, justement, calmer le jeu, retrouver un dialogue constructif, accepter qu'on va prendre des hausses sans précédent, mais en même temps sécuriser ses produits et travailler sur moyen terme. Donc, des relations tendues, l'incompréhension et l'alignement avec les partenaires internes, c'est pas simple. Comme je vous l'ai dit, hein, d'annoncer des hausses, c'est pas simple d'annoncer des ruptures, ça crée tout le monde sous tension. Dans le milieu industriel, quand vous n'avez pas un ingrédient, un composant ou autre, vous arrêtez la ligne, forcément tout le monde regarde les achats. C'est le fournisseur, c'est la faute de l'acheteur. Donc là, c'est plutôt un message en fait, que je porte aussi à l'ensemble des fonctions de l'entreprise, c'est cette ouverture et ce dialogue. On est dans un monde qui a changé, l'acheteur, de manière générale, il y a toujours un sujet de compétences, d'expertise, mais l'acheteur fait face à un défi sans précédent pour protéger son entreprise, pour protéger ses livraisons et pour assurer les opérations d'activité. Donc soyez ouverts, soyez tolérants, chers dirigeants, chers partenaires internes, et soutenez vos acheteurs. Évidemment, les stratégies, c'est le dernier point. Si vous n'avez pas de stratégie, si vous achetez à court terme, si vous avez une vision très spot de vos marchés, là vous êtes face à un mur. Très clairement, c'est très difficile parce que vous prenez en fait les effets du marché spot. Si vous avez des contrats moyen long terme, évidemment, c'est un socle. On a beaucoup de fournisseurs qui ont cassé des contrats. Sur les cartons, par exemple, il y a sur les plastiques, dans les packaging, mais en général, il y a eu beaucoup de contrats qui ont été cassés. Par contre, vous avez un socle de négociation, vous avez un socle relationnel. Et vos fournisseurs vous le disent. Oui, on a un contrat, non, je ne peux pas l'honorer. Par contre, on a un engagement, un accord. Votre voisin à côté, il n'y a pas de contrat. Lui, par contre, il n'est pas prioritaire dans la discussion. Donc, c'est pas forcément l'idéal, mais une vision de votre panel fournisseur, une vision de vos produits, de vos achats et une contractualisation sont des atouts dans ces temps de crise. Et il n'est jamais trop tard. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, dans la configuration un peu mauvaise, que le fait de contractualiser soit un handicap, bien au contraire. Et je pense sincèrement que assurer aussi une vision à vos fournisseurs vous permettra en fait de pouvoir valoriser votre engagement et s'assurer d'un dialogue constant. Donc, ce qui entraîne en fait aussi très clairement un sujet sur la gouvernance des relations fournisseurs. Vos fournisseurs ne sont pas des livreurs, on va dire, de produits ou de services. Bien au contraire, ils doivent être en fait des facilitateurs et des acteurs qui vous aident à trouver des solutions. Mais dans ce contexte, ils sont comme vous.
Ils sont en crise aussi. Ils traversent des périodes extrêmement difficiles. Donc, ils ont une priorité pour produire, pour livrer et pour compte inventer. Moi, j'ai beaucoup de directeurs commerciaux qui m'appellent en me disant « Monsieur Angers, je suis désolé. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous livrer. Vous êtes un fournisseur majeur, mais ma direction m'a demandé de couper 20% des volumes. » Voilà. Ce dialogue-là, déjà, il est très différent de « Monsieur Angers, vous allez recevoir un recommandé. » On ne me prévienne pas. Voilà, on a coupé les livraisons le mois prochain. C'est une approche qui est différente. Quand quelqu'un vient déjà en fait dialoguer avec vous, échanger, ça permet aussi de pouvoir discuter, de préparer l'avenir. Généralement, quand j'ai des crises de ce type-là, à échéance très courte, mon objectif en fait est de me concentrer tout de suite sur le moyen terme. Très bien, le mois prochain, on a une perte de volume de 20%, pour trouver des solutions avec vous ou avec d'autres fournisseurs ou d'autres alternatives. Et en même temps, pour les mois d'après, comment on fait? Et donc, j'engage en fait une ouverture, une discussion en fait, de cette manière-là. Donc voilà, des défis pour la fonction achat sans précédent et qui se conjuguent, qui se cumulent et qui sont dans une bulle, on va dire, d'incertitude, de tension et de volatilité. C'est clair que c'est un propos qui est très, très gai. J'en suis désolé pour cette première rencontre que je peux faire, mais bon, parlons franchement et parlons directement sur ce qui se passe aujourd'hui. Et évidemment, toute crise a son opportunité. Une fois qu'on a peint dressé ce tableau, se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on subit? Est-ce qu'on court après les matières? Est-ce que on va prier en fait en temps le jour meilleur? Aujourd'hui, la vraie question, c'est de, se repenser, se réorganiser et se réinventer. C'est beau. Est-ce que tu veux laisser peut-être le temps de parole? parole? Tout à fait, si tu veux, je reviens sur le slide. Ouais. Ce qui serait intéressant, parce que je parle beaucoup, en acheteur, je parle beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des partages d'expériences? Je pense que c'est extrêmement intéressant. N'hésitez pas, c'est aussi le moment. Il y a quand même beaucoup de participants en fait, de pouvoir échanger parce que je n'ose pas croire que autour de la table, présentielle ou virtuelle, en fait, personne n'a rencontré ces difficultés. Et en plus, à cela s'ajoute, quand tu parlais d'incertitude, de tension et de volatilité dans un monde complexe avec un déséquilibre géopolitique qui est juste monstrueux en ce moment. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant pour nous aussi de partager vos retours d'expérience sur le terrain. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole et aussi autour de la table. Hein. En fait, cette situation renforce complètement la notion de fournisseur partenaire. Juste le petit micro, oui. Parce qu'on a des petits micros, on est super bien équipés ici à la CCI Quimper. Sur le gris, voilà, tout à fait. Voilà, c'est rouge. Simplement, sans faire un retour d'expérience, un commentaire, c'est que la situation que vous décrivez et la gestion de cette situation renforce complètement la notion de fournisseur partenaire. Et cette notion de partenariat en interne dans les entreprises me semble également essentielle. C'est vrai qu'il y a les projecteurs qui sont tournés sur les fonctions achats, sur les acheteurs dans les entreprises, qui ont des rôles qui ne sont pas faciles. Je suis complètement d'accord avec vous sur l'importance de la communication en interne, la compréhension qui est essentielle, et aussi d'être à côté des acheteurs pour les aider à trouver des solutions. On parlait tout à l'heure de la redéfinition des produits, l'innovation, process, produits. Évidemment que ce sont des actions qui sont moyen terme, mais cette notion de partenariat interne dans les entreprises est essentielle, de dialogue permanent, quotidien, entre des acheteurs, des directeurs généraux, des concepteurs, des gens de la production, me paraît aussi extrêmement importante. Finalement, ce qui pourrait en ressortir, c'est que c'est cette notion de confiance aussi qui est essentielle en entreprise pour sortir d'un certain fatalisme, en fait, et trouver des solutions pour avancer. Et des solutions, il y en a. Voilà. Mais effectivement, il faut se réinventer. Ça demande à chacun et c'est vrai depuis quelques années déjà, depuis la situation Covid. Ça demande de travailler autrement, avec beaucoup d'agilité, beaucoup de réactivité, beaucoup d'écoute, et puis de sortir d'un fonctionnement auquel on pouvait être
habitué et peut-être un peu ronronné parfois dans un mode de fonctionnement. Merci pour votre retour. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, observations, retours d'expérience? On ne vous entend pas beaucoup, hein, ceux qui nous suivent à distance. Hein. J'espère que tout se passe bien pour vous. Par contre, s'il y a des participants qui n'ont aucune perturbation, moi je serais intéressé. Alors, n'hésitez pas à témoigner, je suis curieux et je suis candidat d'ailleurs. Alors, dans la salle, en présence ou en distanciel, est-ce qu'il y a un acheteur qui n'est pas du tout confronté à ces hausses et ces pénuries? Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils sont pas là. Donc, on va revoir avec Anthony, du coup, les leviers qu'on peut identifier. On en a parlé, on a déjà abordé quelques solutions, hein, notamment en travaillant sur 3 grands axes stratégiques, l'organisation du processus achat, aussi la notion de produits et services qu'on va acheter et aussi la relation fournisseur, l'importance de maintenir une relation de confiance avec ses fournisseurs. Du coup, Anthony, je te laisse la parole. Merci. Je voulais juste commenter sur votre témoignage. Merci beaucoup, parce que c'est vrai que c'est... je pense à nouveau que le sujet, en fait, il est au-delà de la technicité, en fait, des plans d'action, c'est l'état d'esprit. Le sujet aujourd'hui, c'est avoir un état d'esprit collaboratif. C'est difficile quand vous êtes acculé, très clairement, avec une montagne de problèmes inédits en plus, hein, et qui s'aggravent de jour en jour, avec une actualité anxiogène en plus, des clients qui peuvent aussi mettre la pression, ça dépend des clients. C'est compliqué, mais c'est justement le moment où il faut se poser autour d'une table, réfléchir un peu différemment, se soutenir. Très clairement, ne pas s'opposer. C'est un sujet qui n'est pas évident. Hein, parce que naturellement, quand on a, je prends l'exemple, une rupture d'approvisionnement et ton fournisseur, oui, mais ta commande et tes prévisions, et on repart en fait dans un travail naturel. Non, il faut se poser. On va avoir des à-coups importants, majeurs, mineurs, mais surtout des catégories d'achat. Et ça continuera dans les prochaines années. C'est aussi un message, il faut repenser le modèle parce que ce n'est pas justement juste passer une crise, c'est entrer dans une nouvelle ère qui va être très différente, la de volatilité, faite de changements structurels, faite de relations géopolitiques aussi très différentes, donc qui vont influer sur l'acte d'achat et sur les origines de sourcing. Donc c'est aussi une opportunité, je pense, managériale en fait pour embarquer ces équipes dans un projet qui est un peu différent. Alors moi je dis beaucoup d'images, mais c'est vu qu'on est dans le ministère en fait, c'est clairement un bateau, un chalutier en fait qui est en pleine tempête en fait et un matelot seul en fait n'y arrivera pas. Je pense que c'est clairement un esprit d'équipe et avoir un cap. Donc garder le cap et surtout dialoguer. Alors oui, mais merci. J'ai pas de passer au slide suivant. Alors ce slide est très très coloré. Pardonnez-moi sur la cohérence des couleurs, mais c'est pour résumer un peu les leviers que l'acheteur ou la fonction achat peut avoir. Donc, à nouveau, j'ai voulu être très synthétique. Hein. L'idée, c'est d'avoir un échange et d'avoir un dialogue. Donc, il y a plusieurs leviers. Le premier, c'est l'organisation. Avant de parler de négociation, avant de parler de produits, de process, de contrats ou autre, c'est l'organisation. Si vous n'avez pas aujourd'hui de fonction achat dans votre entreprise, on comprend très clairement, quand on est une TPE, c'est pas évident de recruter un acheteur. Hein. On a aussi un budget de recrutement, on a des ressources, on a des moyens. Par contre, il existe des solutions. En externe, il existe des conseils, il existe des prestataires qui peuvent opérer ce qu'on appelle en marque blanche, c'est-à-dire en fait qui gèrent un portefeuille achat pour vous et se rémunèrent en fait sur les contrats passés avec les fournisseurs. Donc c'est transparent pour vous. Donc il y a plein de solutions sur le marché, c'est juste qu'elles sont souvent méconnues. On parlera de mutualisation ou autre, mais l'organisation est un point fondamental. Le message, évidemment, je suis représentant du CNA, donc je n'aurai pas d'autre message, mais c'est clairement dotez-vous de compétences achats, au-delà des approvisionnements, de compétences achats, avec une vision stratégique, avec une gestion des aléas, une gestion de crise, gestion du risque, une gestion financière, mais dotez-vous des compétences achats en interne ou en externe. Et à nouveau, là aussi, je suis prêt à échanger sur toutes les questions qu'il peut y avoir. Il y a plein de solutions sur le marché. Elles ne sont pas forcément toutes à portée de main pour toutes les entreprises, mais on peut aussi avoir des solutions, on va dire, mutualisées. On peut avoir des ressources en fait, qu'on partage entre différentes entreprises via un collectif.
Voilà. Et il y a pas mal de choses qui existent, mais ne pensez pas que faire l'économie de la fonction achat sera une bonne économie. En tout cas, c'est un message du CNA, c'est clairement dotez-vous des compétences. Donc l'organisation, elle est clé, et vous l'avez bien vu, le sujet achat, il remonte tout de suite en fait en comité de direction générale, il remonte tout de suite aux dirigeants maintenant. Puisque évidemment l'exposition en fait sur le compte de résultat, sur la capacité à produire et à livrer ses clients, en fait, elle est liée à la capacité des acheteurs à pouvoir sourcer et avoir les bons produits. Donc, on est sur une fonction qui se veut stratégique et qui doit avoir son écoute et sa portée stratégique dans l'organisation de votre entreprise. Donc ça, c'est aussi un sujet à repenser. Souvent, on voit des fonctions achats qui sont au fin fond en fait, on va dire de l'organigramme, approvisionnement et autres. Je pense que là aussi, il y a une réflexion aussi à avoir sur comment porter la fonction achat pour être dans l'anticipation, pour être dans la vision stratégique et pour être sûr en fait que cette vision stratégique s'aligne bien avec la stratégie d'entreprise. Donc, sujet organisation, un sujet sourcing, origine, on va plus acheter comme avant, très clairement. Donc, tout à l'heure, les participants me parlaient aussi de la parité que je n'ai pas citée sur les monnaies, hein, euro-dollar. Moi, je suis une dizaine de parités en même temps. Clairement, là aussi, en fait, c'est les fluctuations fait que sur une prévision budgétaire, vous allez vous retrouver avec 20-30%, on va dire, de hausse de coûts qui sont uniquement liés à la parité. On ne parle même pas en fait de l'inflation des produits. Donc, la parité est aussi un sujet. Donc ça entraîne en fait, là encore sur l'échiquier mondial, ça entraîne un changement de paradigme aussi. On ne va plus aller sourcer les mêmes produits, mêmes moments, sur les mêmes origines. Néanmoins, je ne veux pas non plus être fataliste. Tout à l'heure, on parlera de relocalisation, qui est un sujet aussi phare. Il ne faut pas non plus être dogmatique. Il y a encore, on va dire, de très belles opportunités à l'étranger. Il y a encore des flux qui fonctionnent très bien. On a des spécialistes sur l'importation. Donc là aussi, très clairement, il ne faut pas non plus être dans un virage radical à 180 degrés. Donc c'est important aussi de pouvoir mesurer que, le panorama de sourcing, le terrain de jeu, il est différent et il va être différent. Mais de deux, on a toujours des possibilités en fait, de pouvoir disposer de matières dans des zones dites entre guillemets exotiques. On viendra après sur le sujet. Produit process, c'est la clé. Pour moi, c'est un sujet majeur. On parlait tout à l'heure d'innovation pour repenser ses produits, pour repenser ses services, pour repenser ses process. Certains seront immuables, ils n'auront pas, auront des difficultés pour l'approvisionnement, mais sur la majorité des industries que je peux côtoyer aujourd'hui, notamment l'agroalimentaire, on a vraiment une reconfiguration. Donc on doit encore se réinventer, et c'est pas évident, parce que quand vous courez après vos opérations, quand vous courez après vos productions, courez après vos clients, courez après vos fournisseurs, il est où le temps pour se poser, de se dire, tiens, ma recette, mon produit, ma composition, tiens, ma ligne de production, comment je vais la repenser? Oui, c'est difficile, mais c'est le challenge pour aujourd'hui et surtout pour demain. La portée, comme vous l'avez cité, on est plutôt sur des actions qui vont porter à moyen terme généralement, mais vous avez aussi des bonnes surprises. Il y a des fois des quick wins. Moi, j'ai quelques exemples comme ça, on pourra en parler après en fait, mais de faire un tour de site de production, et de dire, mais, finalement, et un opérateur, hein, et si on inversait sur telle machine, si on repositionnait en fait tel process, ou si on raisonnait un peu différemment sur les temps d'ouverture, production, ça donnerait quoi? On fait un test, on essaye par itération, et finalement, wow, on se rend compte que ça marche. Un quick win opérationnel sous 2 semaines, 3 semaines ou un mois. Donc il y a aussi des solutions qui sont, mais il faut dédier du temps pour repenser son produit, son process. Donc là, je vais un peu au-delà de l'achat, très clairement, mais c'est l'acheteur et contributeur. Mais là, on est sur la phase de conception, on est sur la phase d'industrialisation, on est sur le dialogue avec nos clients, évidemment. Donc, il y a tout un écosystème qui doit se créer, on ne peut pas agir seul, et où, évidemment, l'acheteur aussi a sa valeur ajoutée, non pas uniquement pour répondre à des besoins, mais aussi apporter des solutions innovantes. On a des marchés fournisseurs aujourd'hui, moi, je demande à un fournisseur, proposez-moi de nouvelles solutions, proposez-moi des alternatives. On va être en rupture, on a une inflation à 3 chiffres, proposez-moi des solutions, s'il vous plaît. C'est là où vous allez m'aider. Je sais que sur la négociation, elle va être difficile. Je sais que sur les 6 prochains mois, des aléas en approvisionnement vont être fréquents et récurrents. Néanmoins, vous allez pouvoir me proposer des innovations. Je suis certain, c'est votre expertise, ce n'est pas la mienne. Moi, quand je fais du packaging, par exemple, typiquement,
j'ai des experts packaging au sein de mon entreprise, mais clairement, ceux qui connaissent les matières, ceux qui connaissent les process de fabrication, ceux qui maîtrisent leur chaîne de valeur sont bien les fournisseurs. Et c'est là aussi où vous allez renforcer le dialogue avec vos fournisseurs, c'est sortir du schéma transactionnel, prix, quantité, prix, quantité, prix, quantité, pour aller sur le produit, l'innovation et les nouvelles solutions. Les contrats, j'en ai parlé tout à l'heure. Je reviens sur le sujet en fait, mais je le dis, les contrats aujourd'hui, c'est pas forcément le contrat de 600 pages en fait, validé par des experts juridiques. Hein. Ça peut être des contrats light, mais ce sont des socles de protection. Ce sont des bases aussi de négociation. Même si les contrats ont tendance à être cassés en ce moment, vous pouvez vous appuyer sur des conditions qui ont été vues et négociées ensemble. Et vous avez un point de départ. Quand vous n'avez aucun point de départ, vous êtes toujours à faire face en fait, aux conditions du marché et qui sont évidemment radicales. Synergie mutualisation, là encore, c'est un sujet qu'on va aussi évoquer un peu plus tard, en fait, mais l'heure est aussi au partage et à la solidarité. Il y a énormément d'initiatives, alors achat ou pas, hein, mais de partage d'informations, d'échange de bonnes pratiques, de mutualisation. Mutualisation, ça peut être sur l'acte d'achat, ça peut être sur les ressources aussi, tout simplement. Il y a beaucoup de solutions. Donc aujourd'hui, on est sur votre territoire, sur le Finistère. Je suis certain aussi que la dynamique locale en fait, peut avoir justement toute sa valeur en fait, pour pouvoir passer ces crises et pour trouver, se réinventer un peu aussi sur la façon d'aborder ces marchés. Et ce n'est pas parce que vous êtes sur une prestation de service d'un côté, je sais pas, une boîte d'intérim par exemple locale, une industrie agroalimentaire, une industrie maritime, l'import-export, que du fait de votre ADN très différent en termes d'activité, vous n'avez pas de synergie. Je suis certain qu'il y a toujours un poste sur lequel vous pouvez trouver des solutions, aussi légères soient-elles. Et c'est aussi échanger en fait. Hein. Quand on développe des synergies, on échange, on partage des bonnes pratiques, on reste moins isolé. Le plus grand danger dans cette crise, dans ce qu'on traverse aujourd'hui, c'est de rester isolé. Moi, j'ai beaucoup d'acheteurs en fait qui souffrent de l'isolement. Donc nous, c'est là en fait, on a donc une vocation sociale, on a une vocation de notre réseau pour regrouper nos acheteurs, partager l'information, les écouter et pouvoir échanger aussi sur la problématique. Donc ne restez pas isolés, profitez de la dynamique de territoire, mais je laisserai Laurent et Magali justement parler du territoire, mais profitez de cette dynamique en fait pour pouvoir échanger. Ça fait du bien de parler, tout simplement aussi, quand on est face à des difficultés, et trouver de nouvelles solutions. Et enfin, les couvertures, c'est lié au contrat. Les couvertures, là, on est sur les domaines un peu plus techniques, on est sur les commodités. Je pense donc matières premières agricoles, je pense même ça va être des devises. Ça va être bon, évidemment l'énergie. Les couvertures n'ont jamais été aussi stratégiques qu'aujourd'hui. Alors évidemment, beaucoup me diront en fait, couvrir maintenant quand c'est le plus fort du marché, c'est très difficile. Donc la couverture, hein, je le rappelle, hein, c'est le fait d'avoir une vision un peu plus moyen terme et de couvrir des besoins, certaines catégories pour les 6 prochains mois ou 1 an, voire 2 ans. Ça dépend, 3 ans ou même 10 ans. Les contrats énergie, comme vous le savez, en fait, on peut faire ce qu'on appelle des PPA en fait, sur les contrats à 10 ans. Donc aujourd'hui, beaucoup de fournisseurs ou de consultants proposent des contrats à 10 ans qui sont extrêmement intéressants au regard des conditions de marché. Personnellement, dans le business, je ne sais pas faire ça. Parce que dans 5 ans, je ne sais pas trop quels vont être les volumes. Donc j'ai du mal à savoir avec mes clients. Sur des business en fait, qui sont des activités qui sont plutôt, entre guillemets, je ne vais pas dire sereines, parce qu'en ce moment rien n'est serein, mais plutôt stable, n'hésitez pas à penser un peu différemment. Une vision à 10 ans, une vision à 5 ans, c'est peut-être des choses en fait, qui viennent casser les codes, c'est clair, c'est une prise de risque, mais c'est aussi pour vous des garanties de sécurité pendant quelques années. Donc la couverture est essentielle. Autre exemple, alors je suis désolé, hein, je mixe un peu CNA, je mixe un peu Europe Snack, hein, voilà, je suis très spontané, donc je vous partage comme je l'ai aujourd'hui, donc je prends un casquette à Europe Snack, moi j'achète, comme vous voyez, des huiles. Au moment de la crise ukrainienne, il n'y a plus de tournesol, c'est la panique à bord. Panique à bord, il n'y a plus de marché, donc là il n'y avait plus rien du tout. Donc là on était un peu en panique, on était un peu couvert. Donc là, on a décidé en fait de passer sur des huiles alternatives ou essayer de trouver d'autres sources, etc. Maintenant, on a une stratégie en fait de couverture budgétaire. Dit autrement, évidemment, on fait attention à quel moment on achète l'huile, mais là, je prends avec mes équipes en ce moment des positions sur 2023 pour couvrir jusqu'à septembre. Peut-être que le prix va baisser encore dans les prochaines semaines. Néanmoins, ma priorité,
c'est d'assurer mes opérations et d'assurer une vision budgétaire de mon entreprise et de pouvoir aussi présenter à mes clients une situation économique, évidemment, des éléments très concrets de hausse de prix potentielle, voire de baisse de prix. Ça peut arriver aussi. Donc la couverture peut avoir un effet douloureux de la hausse de prix intrinsèque entre un prix historique et puis ce que vous allez couvrir plus tard, mais il peut avoir l'effet vertueux aussi de justement cette sécurisation budgétaire. Juste Anthony, l'aspect couverture, c'est quelque chose qui est accessible à tout type d'entreprise? Alors, déjà, l'aspect couverture, il est surtout, entre guillemets, réservé, il est sur des marchés spécifiques, donc sur des commodités, et il est accessible à tout type d'entreprise. Mais évidemment, quand on n'a pas l'expertise de couverture, je vous invite aussi à avoir en fait du soutien et du conseil. Donc, vous avez des experts couverture en fait qui peuvent aussi le faire pour vous. Je prends l'exemple de l'énergie. L'énergie, aujourd'hui, moi, je ne travaille pas en direct avec mes fournisseurs d'énergie. Trop technique, trop complexe. Alors, évidemment, je les ai régulièrement au téléphone, mais j'ai des consultants qui viennent m'aider à modéliser, qui viennent m'aider à on dirait, identifier les risques, opportunités de chaque marché pour pouvoir prendre des décisions ensemble. Mais oui, c'est accessible. À nouveau, on a un niveau de technicité quand même qui est là. Par exemple, acheter de l'huile en fait à terme, c'est suivre quasiment au jour le jour, on va dire, l'ensemble des indicateurs, Brent, la situation géopolitique en fait sur les différentes régions du monde, c'est s'assurer de garantir l'information des capacités de production des acteurs. Donc il y a quand même une engineering aussi à avoir sur ces marchés. Mais après, si vous avez une catégorie dite stratégique, vous pouvez faire les couvertures, c'est aussi développer cette expertise, cette compétence. Mais oui, c'est accessible. Pour répondre à la question. En fait, je pense que je vais me répéter maintenant. Mais c'est l'essentiel. C'est l'essentiel qui est redit là. Exactement. Alors, je ne veux surtout pas lire les slides qui sont là, mais bon, pas nouveau. Hein, on est dans la spontanéité, dans l'échange. Et surtout, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, si vous voulez approfondir des sujets. Hein. L'idée, à nouveau, hein, comme l'ont dit Laurent et Magali, c'est un échange. Hein. Ce n'est pas du tout une conférence, un maître de conférence du CNA. Je suis là pour partager, pour échanger, et surtout, je n'ai pas de solution miracle. Donc, au contraire, c'est plutôt échanger ensemble. On peut même passer d'ailleurs et passer peut-être sur le. Est-ce que. Ouais, j'ai peut-être juste un ou deux points quand même, s'il te plaît. Ouais. Merci. Ouais, Hop, voilà, je reviens. sur l'organisation. Donc, bon, tout à l'heure, j'en ai parlé sur l'organisation. Dotez-vous des compétences. Ça, c'est vraiment essentiel en interne ou en externe. Et juste, je voulais citer, ce sont quelques exemples. Je n'ai pas de part dans ces entreprises. Ce sont des exemples que je vous cite comme ça. Vous avez des GUE. On en a un breton, par exemple, qui s'appelle Synergie Achat, qui est très compétent, qui est très reconnu sur le marché et qui achète, on va dire, pour beaucoup d'entreprises, notamment agroalimentaires. Et clairement, ils ont cette expertise des marchés sur les achats directs et indirects. Comment ils font? Globalement, vous adressez le portefeuille achat, vous payez, on va dire, comme un abonnement à l'année, en fait, et ceux qui achètent pour vous, ceux qui prennent des positions, ce sont des experts. Donc, ils vous délaissent, entre guillemets, du casse-tête que vous pouvez avoir à essayer de comprendre les marchés et à prendre des positions. Ils vous font des propositions et prennent des décisions. Donc, des GIE, il y en a plusieurs, et il y en a sur le territoire, en Bretagne. On a ce qu'on appelle les marques blanches, comme je disais, je pense à Expert Achat, notamment. Qui est un local aussi. Qui est un local aussi, qui, comme je vous l'ai dit, par exemple, en fait, font des achats, là aussi pour votre compte, et en marque blanche, c'est-à-dire qu'ils n'apparaissent même pas. Typiquement, ce sont l'indirect. Ils vont prendre un portefeuille. Qu'est-ce que je prends comme exemple? La sécurité incendie. Voilà, par exemple, la flotte auto. On prend cet exemple. Ils vont prendre vos données, dire achat, votre besoin, quantitatif, qualitatif. Ils vont aller voir le marché, lancer un appel d'offres, consulter. Ils vont également travailler avec leurs partenaires qu'ils ont et vous remettre en fait des offres de prix et des éléments de contrat. Généralement, vous avez du gain systématique ou alors vous évitez un peu de vous prendre l'inflation. Et ce sont eux qui ont négocié parce qu'eux, ils ont une puissance d'achat, ils ont l'expertise, ils le font à votre place. Après, l'exécution, c'est bien sûr à vous déjà. Donc le contrat, etc. Mais l'acte d'achat en lui-même, il est délégué et ils n'apparaissent pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils le font avec les fournisseurs et après, vous avez la relation directe avec les fournisseurs. Vous ne payez rien, entre guillemets, si ce n'est eux qui se rémunèrent sur les contrats fournisseurs. Donc, évidemment, il faut leur demander la transparence pour savoir combien ils se rémunèrent sur les contrats fournisseurs. Mais quelque part, ça vous enlève un poids, ça vous enlève un investissement et c'est une compétence, une expertise qui existe.
Alors, je cite Expert Achat, il y a Wifi aussi, mais il y en a d'autres, hein, évidemment. Là encore, hein, voilà. En tant que CNR, je suis très neutre en fait sur les partenaires. C'est quelques noms. Et bien évidemment, Magali connaît très bien ses partenaires. On pourra aussi vous donner des listes. On a aussi du part-time, comme je vous l'ai dit. Part-time, c'est au lieu d'avoir un acheteur et de me dire est-ce que je budgète une ressource achat pour 2023, peut-être que je peux le faire en fait avec mes collègues voisins, tout simplement. Peut-être qu'on peut avoir un acheteur partagé en fait, et qui en plus, qui est dans le même secteur, aura les mêmes problématiques. Quand vous êtes sur les achats directs, c'est-à-dire en fait qui sont liés à votre corps d'activité, évidemment, un acheteur spécialisé, c'est bien. C'est important quand même, qu'il puisse quand même être dédié. Quand vous êtes sur les autres achats indirects, très clairement, vous avez des passerelles sur tous les secteurs. Acheter de l'indirect, acheter de l'énergie, par exemple, typiquement, c'est la même chose pour tout le monde. C'est la même chose pour tout le monde. Et on pourra vous dire le contraire, l'énergie, ça reste l'énergie. On parle d'électricité, on parle de gaz et quelques énergies alternatives. C'est votre business qui change et vos besoins de consommation. Et sur le reste, un acheteur ou un collectif d'achat énergie, en fait, il peut vous aider, il pourra aider plusieurs entreprises en fait, de la région ou du même secteur. Et puis après, vous avez les consultants, évidemment. Alors, c'est un peu plus onéreux, on va pas se le cacher, mais il y a quand même de l'expertise. Donc, on a des gens comme Meotech, comme Bainpire, Bayo, on a des consultants locaux, des indépendants. Donc, il y a Pierre-Yves, par exemple, dans les Côtes d'Armor. Enfin, on a aussi là aussi, pareil, toute une liste de consultants, en fait, qui peuvent vous aider. Ça peut être aussi un dossier ponctuel. Ça peut être aussi un soutien, 30% d'activité. Voilà, mais mon message, il devient en fait, dotez-vous des compétences achats. Je sais, je radote, hein, je commence à vieillir aussi, j'ai dit moins 10 fois, mais c'est le point critique que je peux voir dans les entreprises aujourd'hui, c'est que la compétence n'est pas toujours là. Connaître ses fournisseurs, connaître ses marchés, c'est bien, mais avoir l'expertise achat qui vient conjuguer l'opérationnel et le stratégique, c'est encore autre chose. Donc dotez-vous de ces compétences et il y a des solutions internes, recrutement ou externes, avec ce qu'on vous présente. Et la montée en compétences, qui peut également se faire par la formation, etc. Donc, ou les échanges de bonnes pratiques, comme on disait tout à l'heure. Hein. Mutualiser, c'est aussi mutualiser les savoir-faire des uns et des autres, se rencontrer entre acheteurs sur des familles communes. C'est aussi, quelque part, apporter aussi des leviers d'action et en même temps monter en compétences également. Oui, tout à fait. C'est ce que j'oubliais quand même, Magali, tu as entièrement raison, c'est aussi développer les compétences. Hein. C'est pas, je ne suis pas en train de dire allez voir ailleurs, allez chercher ailleurs. Vous avez peut-être les compétences et développer, former. Donc il faut continuer à investir dans ces formations. Typiquement, je prends l'exemple au Sénat, nous avons des webinaires permanents. On n'est pas forcément sur un format de formation, mais nos webinaires, en fait, vont être dédiés à des problématiques techniques. L'énergie, les achats indirects, les flottes auto, matières premières agricoles, sur l'acier, l'aluminium, etc. On a des revues, on a plein de choses. On est le CNA, donc évidemment, c'est normal que je fasse la promotion de mon association, mais il y a plein de ressources. Et aujourd'hui, en ligne, ne serait-ce que sur les réseaux professionnels, en fait, vous avez plein de ressources mises à disposition. Les formations, bon, évidemment, dans les organismes consulaires, mais il y a aussi des formations dans les écoles qui vous permettent, en fait, non pas forcément d'avoir un full-time en formation, mais une formation ponctuelle sur un sujet dédié. Et là encore, hein, on sait que c'est du temps, on sait que c'est de l'analyse, mais c'est stratégique aujourd'hui. Et aussi, un autre, c'est aussi l'alternance, c'est les stagiaires. Hein. Intégrer un alternant ou un stagiaire dans votre équipe achat peut être aussi un bonus pour les deux parties également. La moitié de mon effectif sont des alternants aujourd'hui. Alors, simplement parce que j'ai une petite équipe aussi, il faut le dire, et que moi, ça fait 20 ans que je travaille avec les alternants, c'est de la fraîcheur aussi. On oublie ça, on pense souvent aux ressources pas chères, on peut dire comme ça. C'est aussi développer des étudiants qui en veulent, qui ont faim, qui sont galvanisés par les problématiques RSE. Donc, ils ont ce regard qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. Et oui, en effet, tu as entièrement raison, Magali, alternance stagiaire, là encore, c'est l'investissement en termes d'accompagnement, en termes de soutien au quotidien et de management, mais ce sont aussi des ressources clés parce qu'ils maîtrisent des technologies qu'on ne maîtrise pas tous, hein, très clairement. Ils ont, moi, j'ai des jeunes qui me surprennent chaque jour dans leur capacité à gérer de la data, dans leur capacité en fait, à pouvoir accéder à une information qui prend un peu plus de temps qu'eux. Et en plus, ils ont cette fraîcheur. Et aujourd'hui, moi, je trouve qu'un peu de fraîcheur, ça nous fait tous du bien.
Donc, restez connectés en effet avec les jeunes. Juste là, quand même. Ouais, alors au niveau, il est 11h26, donc on est très très bien en termes de timing, c'est parfait. Okay. Sur la partie sourcing, analyse de la valeur, donc j'ai déjà parlé, donc je ne vais pas trop revenir dessus en fait, mais là c'est propre à chaque activité, c'est prendre du recul sur ses produits, sur ses processus de production, sur sa chaîne de valeur et se dire qu'est-ce que je veux changer. Et ce que je veux voir aujourd'hui autour de moi, c'est qu'on ressort des cartons des vieilles idées qui étaient bloquées parce que bon, ça n'a pas de sens maintenant, parce que le client ne va jamais accepter. Parce que finalement, c'est un peu surréaliste. Finalement, des vieilles idées peuvent être aujourd'hui, entre guillemets, recyclées, parce que le marché a changé et qu'il y a une acceptabilité du marché sur des changements radicaux. Donc là aussi, c'est la dimension collective et le dialogue qui va se matérialiser par une réflexion sur l'existant. Voilà, je produis comme ça, je travaille comme ça, qu'est-ce que je veux changer aujourd'hui? Donc moi, avec mes acheteurs aujourd'hui, je les challenge en fait pour systématiquement en fait proposer des solutions. Exemple concret, à 14h, je suis en comité de direction générale avec la BU France, donc de l'Europe SNAC. On va parler de gestion du risque et en fait, on va faire des propositions très concrètes en disant, voilà, cette matière-là est à risque, ce produit-là est à risque, ce fournisseur-là est à risque, voilà la solution qu'on peut proposer. Et en plus, on fait du gain. Ce n'est pas uniquement défensif, ce n'est pas uniquement d'inflation, c'est aussi on va faire du gain. Et donc, on réfléchit un peu différemment. Là, j'ai une logique de sécurisation, mais qui est pour moi, en fait, un tremplin sur une logique d'innovation aussi. Donc là encore, c'est trouver le mode de management et surtout l'état d'esprit, en fait, pour pouvoir échanger et prendre du recul sur ses produits et ses process. Voilà, et puis après, le sourcing, aujourd'hui, on a besoin de trouver des sources. J'avais un super panel de fournisseurs pendant les 15 dernières années, et puis finalement, il y en a un qui m'a fait du chantage et qui m'a imposé 80% de hausse de prix par lettre recommandée sans un appel. Donc on se dit que ça va être compliqué dans les prochains mois. J'en ai un autre en fait qui est en difficulté, qui n'arrive plus à travailler avec moi. J'en ai un autre qui est en très bonne forme mais qui n'a plus mes produits. Voilà. Et donc on a une constante logique de sourcing et resourcing en permanence, malgré les partenariats historiques. Et donc lorsqu'il y a le sourcing, il y a Google, évidemment. Il y a mes alternants, moi j'utilise beaucoup mes alternants pour sourcer, mais il y a surtout des outils aussi. Et il existe des solutions aujourd'hui sur le marché extrêmement intéressantes et extrêmement puissantes. Alors là aussi, je prends un exemple, je n'ai pas d'action chez cette entreprise, mais c'est un exemple qui est très parlant pour moi, c'est Silex. Silex est une start-up à l'origine française, en fait, qui a développé une méthode de sourcing, donc on recherche des produits ou des services sur la planète, pas très simple, à base de technologies innovantes telles que l'intelligence artificielle. Donc, le sujet est assez complexe, mais globalement, ils viennent agréger beaucoup de paramètres de recherche et via leur technologie, en fait, ils vont chercher dans toutes les sources disponibles, privées et publiques, dans le monde entier. Et en fonction des mots-clés que vous allez poser, etc., ils vont pouvoir retrouver des noms de fournisseurs que jamais vous n'auriez trouvé vous-même. J'ai déjà fait l'expérience. Hein. Ou alors que vous auriez trouvé après 6 mois de recherche. Voilà. Et les 216 pages de Google. Hein. Voilà, parce que c'est un référencement aussi commercial. Donc, ils vont utiliser le référencement commercial et ils vont utiliser aussi les sources officielles. Donc, s'affranchir aussi de la dimension marketing des fournisseurs. Donc, voilà un exemple très concret en fait de technologie de sourcing accessible aussi à des PME. Ils ont évidemment des offres différentes, mais au-delà de Silex, en fait, on va avoir de plus en plus en fait de propositions de ce type-là qui arrivent sur le marché. Et là encore, vous pouvez avoir une licence pour votre entreprise. Pourquoi pas développer une licence collective aussi, via un réseau, une association, etc. Voilà. C'est l'occasion aussi de repenser les modèles. Mais il y a des solutions extrêmement intéressantes. Et je rajoute aussi au niveau de la région Bretagne, il y a des grands projets en cours pour justement faciliter la mise en relation entre les acheteurs et puis les offreurs de solutions, les fournisseurs. Et Bretagne Développement Innovation a notamment lancé dernièrement une cartographie des offreurs de solutions d'énergie. Et il y a un autre qui est en projet sur l'économie circulaire. Donc, au fil de l'eau, ça va s'incrémenter selon les besoins des entreprises. Donc, ça aussi, c'est aussi une ressource qui est disponible gratuitement et qui permet d'identifier des acteurs, enfin des fournisseurs près de chez vous. Donc, on a fait beaucoup d'initiatives et d'ailleurs, la région Bretagne travaille avec Silex.
sur leur sourcing. C'est impressionnant. Hein. Vous appuyez sur un bouton et là, vous retrouvez plein d'informations, plein de fournisseurs, des données juridiques, voilà. Tout un travail, en fait, qui des fois vous prend... enfin, moi, généralement, quand je fais une action de sourcing, ça va prendre 3 mois ou 6 mois, ça dépend des sujets. Là, en 7 jours, je vais avoir des informations de qualité. Très bien. Et le dernier, s'il te plaît, Magali. Le dernier, donc, contrat et couverture. Je passe très rapidement, j'en ai déjà parlé. Je vous invite juste à regarder le graphe qui est en haut à droite. Si vous regardez bien les dates, je pense que non, vous ne voyez rien du tout, à mon avis. C'est petit, pardon, mais c'est 2022, 2023, 2024, 2025. On a aussi des outils de projection. Alors évidemment, dans le contexte actuel, hein, c'est une boule de cristal, mais vous avez des experts sur le marché capables de pouvoir modéliser beaucoup de paramètres, des paramètres structurels, des paramètres conjoncturels, en fait, et de réviser très régulièrement en fait, les projections qu'ils peuvent avoir. Là, ce que vous voyez en haut, si je ne dis pas de bêtises, c'est le polyplastique, donc c'est le polypropylène. Et typiquement, personnellement, moi, je prends des décisions basées sur l'échange avec mes fournisseurs, évidemment, basées sur les analyses de marché qu'on peut avoir et basées sur cet outil spécifique. Ah, ça, c'est Mintech, et qui me permet de dire, en fait, je vais atteindre un prix cible. Donc là, typiquement, on est en tendance à peu près baissière sur le prix du plastique. Et là, à ce moment-là, je vais peut-être acheter maintenant, couvrir un peu plus maintenant, parce que je sais que ça va remonter au mois d'octobre. Et évidemment, ça change tous les jours. Mais ça me permet quand même d'avoir une direction, une boussole, qui aujourd'hui est clairement ce qui nous manque pour décider. La grande difficulté de cette période, c'est d'avoir des éléments concrets qui nous permettent de décider. Voilà, il existe aussi des outils de ce type-là. Alors typiquement sur Mintech, je pourrais vous montrer tout à l'heure, en fait, moi j'ai un tableau de bord où j'ai 70 catégories différentes. Hein. J'ai les taux de change, l'évolution des taux de change, j'ai les matières premières agricoles évidemment, j'ai les aciers. Voilà, j'ai pas mal de choses en fait, et tout du matin avec mon café, je regarde un peu comment ça se situe. Alors des fois je ne regarde pas parce que c'est un peu triste quand même, donc j'évite, mais ça me permet de me projeter aussi et de me dire, là typiquement, on arrive sur un point bas, je vois avec l'équipe, vous en pensez quoi? Toujours travail collectif, moi c'est avec l'équipe et avec les directeurs de pays, on y va, on n'y va pas. Et on prend un risque. Mais c'est basé aussi sur les données factuelles. Et le point important aussi, j'en reviens aux clients, quand on va voir nos clients pour leur expliquer pourquoi on a pris cette décision, parce que nous on a des clients qui nous challengent énormément, pourquoi vous êtes couvert de l'huile maintenant, pourquoi vous n'avez pas couvert l'électricité, etc. Et là on a des données très factuelles. En disant, on a des outils d'aide à la décision. Évidemment, dans ce contexte, ils ne peuvent pas être parfaits, exhaustifs, mais on a des outils qui nous permettent de justifier une décision et d'argumenter. Voilà. Oui, voilà ce que je vais montrer. Puis sur les contrats, on a parlé, on a échangé tout à l'heure sur les partenariats. C'est une notion clé. Ça a été très marketing, les partenariats. Tout le monde est partenaire dans tous les sens. Là, aujourd'hui, le partenariat avec un P majuscule, justement, il va avoir toute sa valeur. C'est bien un mariage, dans les bons moments et les moments les plus difficiles. Oui, et alors très rapidement, puis après je vais laisser la main à Magali. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, je n'oppose pas à la RSE et la performance économique, très clairement. La RSE, c'est un investissement. Dans les dernières années, c'était un must-have. C'était assez marketing quand même. C'était une volonté simple du dirigeant. C'était un état d'esprit, c'était une mission qu'il y avait. Aujourd'hui, c'est incontournable. Alors que même les réfractaires, en fait, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont plus accès au marché aujourd'hui. Et de plus en plus sur les contraintes. Bon, je vous invite, moi, à être plutôt volontaire qu'être à suivre le marché. Et donc, quand on parle d'énergie, typiquement, il y a un vrai sujet, en fait, de sobriété. Je pense que vous l'avez entendu 27 fois par jour, 30 fois par jour depuis un mois. Ça va continuer. La sobriété, ça ne veut pas dire forcément mettre des pulls et passer à 19 degrés. Ça veut dire aussi tout simplement repenser et optimiser, on va dire, ses consommations énergétiques. Donc, il y en a beaucoup d'industriels, beaucoup d'acteurs, en fait, qui travaillent, en fait, sur ce sujet. Tout le monde dans les industries a déjà engagé le sujet. Maintenant, on a un peu quand même une épée de Damoclès avec un prix du mégawattheure qui est tellement fou que le sujet est vital. Et donc, vous allez avoir en fait des sources d'opportunités pour réduire votre empreinte carbone en interne et en externe. Je vous laisserai la littérature est abondante, les offres sont abondantes aussi, mais c'est une voie en fait essentielle puisqu'elle est déjà sociétale,
c'est une mesure sociétale, et c'est aussi une voie essentielle parce qu'elle vous permettra de pouvoir, non pas vous affranchir, mais en tout cas limiter l'impact de la volatilité des marchés énergétiques. Et je trouvais ça intéressant, effectivement, cette vision un peu court-termiste où on a besoin de trouver des solutions de repli très rapides, mais aussi cette notion d'investissement moyen terme et long terme. Quand on parlait de sobriété énergétique, beaucoup d'industriels aujourd'hui réfléchissent justement sur changer, modifier, enfin, dans leur changement d'équipement industriel, aussi de repenser pour qu'ils soient beaucoup plus sobres en consommation énergétique notamment. Est-ce qu'on parle tout de suite des exemples et puis après on laisse un moment d'échange en espérant cette fois-ci que nos internautes interagissent avec nous. Donc quelques exemples concrets bretons, parce que c'est vrai que nous ici à Quimper, on aimerait bien mettre en place aussi, enfin, au moins vous accompagner justement sur ces sujets quand même qui deviennent stratégiques au niveau des entreprises. Donc, je voulais vous montrer quelques exemples qui existent aujourd'hui en Bretagne. Donc, on parlait d'achat responsable. Je pense effectivement c'est une vraie solution parce que l'avantage quand on se lance dans une démarche d'achat responsable, et bien, finalement, on fait une photographie aussi de notre organisation actuelle et de réfléchir en fait sur les leviers potentiels par rapport à tout ce qui tourne autour des 3 actes, comme on a dit tout à l'heure, l'organisation, le produit que vous achetez et puis la relation fournisseur. Donc, c'est aussi de remettre à plat finalement la stratégie d'entreprise et notamment intégrer au-delà de la valeur économique, de la valeur sociale et environnementale, parce que c'est aussi, les achats ont vraiment un rôle clé à jouer pour contribuer à la démarche RSE des entreprises. Et donc, c'est aussi l'opportunité de mettre à plat aussi les risques, parce que c'est aussi l'occasion d'identifier justement les risques en termes des achats, donc du fournisseur direct, mais aussi du fournisseur de rang 1, de rang 2. Donc, une vraie visibilité aussi sur la supply chain, sur les différentes supply chains. Donc, ce défi partagé achat responsable a été lancé dans le cadre du dispositif BRESFAB. Et c'était 10 jours d'accompagnement, dont la moitié en fait en entreprise et l'autre moitié en collectif. Donc voilà ce genre d'initiative qui peut se mettre en place aussi à notre niveau, soit au niveau effectivement local, finistérien, mais aussi régional. Et là, on est sur des échanges de bonnes pratiques entre pairs également. Donc un exemple concret. Un autre exemple qu'on a vécu à la CCI Ille-et-Vilaine, donc on a parlé de Silex, qui nous a bien aidé d'ailleurs, parce que quand il a fallu déconfiner et remettre en service toutes les entreprises, on avait juste une pénurie quand même d'équipements de sécurité, notamment les masques et le gel hydroalcoolique, et Silex a été effectivement aussi un facteur de sourcing pour les entreprises brétiliennes. Et on s'est retrouvé aussi à une autre situation, c'est-à-dire que cette crise sanitaire en fait a perturbé certaines activités industrielles. Donc là, le cas d'Albéa, qui est fabricant de rouge à lèvres, en fait, de bâtons de rouge à lèvres, et qui a connu une baisse d'activité et qui était nécessaire de se diversifier, en fait. Et donc, il y a eu une mise en relation qui s'est faite avec NG Biotech, qui est un fabricant de tests rapides, qui, lui, était en pleine effervescence et en pleine croissance pendant cette période de crise sanitaire. Et avec Nathalie Mollo, en fait, et Cyril Guégan, donc de chez Albéa, et Nathalie Mollo, l'acheteuse de NG Biotech, ils se sont rapprochés et ont travaillé sur un projet de relocalisation de leur cassette plastique en France, à Plouhinec, dans le Morbihan. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en termes de performance économique, sociale et environnementale, c'était tout bénéfice pour les deux parties. Donc, c'est quelque chose qui peut être complexe comme ça au départ, mais finalement, il suffit juste de se réunir autour d'une table pour pouvoir mettre en place ce genre de choses. Et pour NG Biotech, ça a été, et Albéa, ça a été très, très rapide, avec le soutien de la région Bretagne, notamment pour la partie investissement industriel. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter en termes de retour des suivis. Il y en a plein d'autres, mais c'était pour vous donner quelques initiatives du collaboratif, parce que ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas rester isolé. Les achats ne doivent pas rester isolés, et l'importance aussi de parfois de repenser ces modèles. Aujourd'hui, on sait que s'il y a moins de 15% d'écart entre, par exemple, un produit importé de Chine et un produit local, il faut vraiment réfléchir. Il faut vraiment remettre à plat. On n'a pas parlé un petit peu tout à l'heure, mais la notion de coût complet,
on va au-delà du prix d'achat, mais on réfléchit effectivement à tous les coûts engendrés de la conception de l'achat jusqu'à la livraison au niveau de l'entreprise, avec tout le coût de stockage, le coût de transport, toute la partie de coût aussi de qualité, de non-qualité plutôt. Donc voilà, donc c'est des choses qui peuvent être repensées. Est-ce que on peut laisser la main peut-être à Anthony, parce qu'il y a aussi un autre projet au niveau national qui a été aussi initié par l'État, je crois, hein, et dont le CNA a été partenaire. Alors, ce n'est pas l'État. Non, c'est vraiment le CNA qui a lancé avec Price. On est une nation d'acheteurs et on s'est quand même posé la question au moment de la pandémie du Covid, en fait. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, nous, achats? Est-ce qu'on reste là, les bras ballants, en fait, et puis on attend que la Chine nous relivre des masques notamment ou autres. Et donc, il y a une étude de fond qui a été lancée, donc CNA plus PricewaterhouseCoopers, sur la relocalisation. Et l'idée était de dire, en fait, mais OK, on a beaucoup de sourcing en fait, international. On parle beaucoup de l'Asie, mais pas que. Mais notamment en Asie, hein, ça a été très, très médiatisé. Et donc, on s'est posé la question, si on regarde en fait, les secteurs et les filières stratégiques en France, qu'est-ce qu'on a en fait qui est sourcé international, qu'est-ce qui est exposé et qu'est-ce qu'on pourrait relocaliser. Et si on relocalisait, quel serait, est-ce relocalisable déjà, première question, et sous quel timing, sous quelle contrainte. Et donc on a poussé une étude majeure en fait sur 4 gros secteurs: santé, pharmaceutique, agroalimentaire, électronique et industrie, les process et assemblage. Alors je ne reviendrai pas sur le détail. Cette étude, là encore, hein, on partage régulièrement en fait sur les réseaux les résultats de l'étude détaillés. Et surtout, on a déployé en Bretagne également, donc avec d'autres initiatives que vous allez voir après, mais on va s'intéresser aussi à la Bretagne, très clairement, sur qu'est-ce qu'on peut relocaliser. Mais évidemment, ça a mis en exergue plusieurs points. 1, l'acte de relocalisation n'est pas impossible, première chose. 2, la notion de TCO est essentielle. Comme le disait en fait Magali, le total cost of ownership est essentiel. On compare souvent des prix d'achat. Très souvent, on a une logique financière qui est de dire j'ai mon prix A, j'ai mon prix B, j'ai 15%, 20% d'écart. Finalement, mon coût de stockage, mon coût de fret, de douane, mon coût de gestion, mais en général, en fait, dedans, et il faut que je l'intègre. Et après, mon risque de sécurisation, si j'ai factorisé. Si j'ai des ruptures sur ma supply chain parce que je fais un sourcing lointain et que j'ai une pénalité client derrière, ou une perte de marché, en fait, c'est difficilement valorisable. Si vous arrivez à l'intégrer dedans, en fait, là, votre bilan économique devient un peu différent. Donc, le suivi de relocalisation, en fait, il faut penser un peu, il faut penser au-delà du prix. Et après, évidemment, il faut penser en fait à moyen et long terme. C'est un sujet structurel, c'est un sujet, je pense, qui est salutaire. Il ne faut pas être dogmatique. On ne doit pas et on ne pourra pas tout relocaliser. Il faudra s'intéresser aux filières stratégiques. Et là également, c'est aussi un sujet collectif. Un acteur seul ne peut pas relocaliser. Bon, vraiment, nous soyons pas une multinationale en fait, capable de lever 1 milliard immédiatement. Mais donc, c'est clairement une cohésion entre entreprises, les institutions du territoire, soit le consulaire, soit je dirais, région ou autre, en fait. Donc, il y a énormément de réflexion sur le sujet. Et je pense que Maggie va en parler après. Voilà, mais sachez qu'il y a une dynamique sur le sujet et que quand vous avez des besoins, vous y pensez, vous y réfléchissez. Ça peut être intéressant de les mettre sur la table. Alors, après, il faut qu'on définisse comment, quoi, où. En tout cas, le Sénat national pousse sur cette dynamique de relocalisation et on continue à le faire. Et au niveau territoire, il y a également des initiatives et tout ça va se croiser ensemble pour vous aider aussi, entreprises, à trouver des solutions. Vous allez avoir face à vous aussi des fournisseurs qui vous disent « Et moi, je vais acheter en Chine. » Parce qu'avec mes clients, sur les composants électroniques, c'est 20-25%. Ok, très bien. Mais l'entreprise était seule à dire ça. Si on raisonne sur une dimension sectorielle, là, c'est un autre sujet. Et finalement, peut-être qu'on ne pourra pas relocaliser l'ensemble des cartes. En fait, c'est pas le même sujet en fait, qu'on a en Chine ou en Asie. Par contre, on a quelques composants stratégiques sur lesquels on va pouvoir investir. On va cumuler, on va dire, ce qu'on appelle l'order book, donc des commandes clients. Dire, voilà le potentiel que j'ai de marché aujourd'hui. On va identifier en fait le territoire et les compétences requises. Et on va identifier après et on va construire en fait sur une feuille de route. Et une fois que vous avez dit ça, vous allez travailler en fait sur les parties du processus. Vous n'aurez pas l'ensemble des cartes, mais un composant, mais qui va être dit stratégique.
et que pour aussi valoriser l'international. Il n'y a pas que l'achat, il y a aussi la revente, la valorisation du territoire. Bref, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de secteurs, mais évidemment, ce que je peux vous dire déjà, en fait, c'est que sur le packaging, il y a des sujets très concrets qui devraient en fait pouvoir avancer. Santé pharma aussi et agroalimentaire, sur cela. Et les 2 études ont les liens hypertextes que vous pourrez consulter en ligne. Donc, c'est vrai qu'en parallèle du travail qu'a fait le CNA, il y a une initiative de Produits en Bretagne sur aussi un projet Reloc. Donc, là, plutôt sur une dimension bretonne avec les 5 départements, en rajoutant la Loire-Atlantique. Donc, là aussi, vous allez voir l'étude. Sur cette partie relocalisation, localisation, hein, parce que aussi il faut qu'on ait, nous, le réflexe acheteur d'acheter local plutôt que d'acheter loin aussi. Donc, ça se définit dès le début, en fait, hein, dans la notion de cahier des charges. Et aujourd'hui, donc, ces 2 études, finalement, ont mené à une construction d'un programme qui est en cours. Hein. Aujourd'hui, il y a une expérimentation qui débute avec 10 entreprises bretonnes, justement, pour connaître un peu leurs habitudes d'achat et comment on peut les aider à les relocaliser. Donc, ça, c'est initié par la région Bretagne, hein, par Loïc Enaf, notamment. Là, il y a un comité de pilotage qui a lieu cette semaine. On regroupe les différents acteurs. Donc, on parlait du travail commun, mais c'est vraiment ça. Hein. On est vraiment sur un écosystème où se réunissent autour de la table les différents acteurs économiques pour construire un schéma régional des transitions économiques et solidaires qui est programmé en 2023. Donc, pour nous, à la nuance de la Bretagne, donc, on a rajouté un élément stratégique qui est la mer, hein, parce qu'on a la chance d'être dans un littoral maritime très, très vaste. Et il y a également donc, les 4 secteurs qui vont être prioritaires, l'agriculture et tout ce qui est agroalimentaire, sans surprise également. La notion d'électronique, hein, on a aussi quelques pépites en Bretagne. Et enfin, le tourisme durable notamment. Donc là, je vais aussi vous en faire part. L'objectif, c'est que nous, CCI, on a ce rôle à jouer. On est partie prenante de votre écosystème. Et moi, je suis arrivée ici depuis le 1er septembre. Et là, on est sur une page vierge. On doit construire une feuille de route pour vous accompagner, vous, entreprise, que ce soit individuel ou collectif. Donc, c'est aussi l'opportunité à vous de réfléchir sur comment nous, CCI, on peut vous aider à justement construire demain. Peut-être, on avait laissé, il est 11h49, on est vraiment très bien en termes de timing. Laurent. Merci Magali, je vais prendre la main pour poursuivre également ce que disait Magali Chenel, et je m'en excuse auprès d'elle et auprès de vous parce que j'ai oublié de la présenter, et comme elle est arrivée il y a peu de temps, c'est encore plus inexcusable. Mais en tout cas, donc Magali, oui, vous transmettra cette présentation qui a été menée de main de maître par Anthony pour le CNA. Et avant peut-être qu'on passe, voilà, effectivement à la partie questions, nous c'est effectivement une thématique qui nous paraît particulièrement structurante, d'actualité, et effectivement, notamment Magali est à votre disposition pour poursuivre cet échange. Et puis surtout, nous, il nous paraît essentiel qu'à partir de cette première conférence, qui n'est qu'une première conférence, on puisse continuer à répondre à ces problématiques achats, ces problèmes de relocalisation, de sourcing local que l'on voit bien se dessiner. Et alors, on va continuer à y répondre sous forme de conférences techniques, puisque le 30 septembre, on aura une conférence un peu dans ces mêmes thématiques sur les mobilités, les nouvelles mobilités. Quelles nouvelles mobilités? Également avec un certain nombre de partenaires. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, je vous y engage, parce que nous, à travers ces conférences, c'est effectivement qu'on a pu le faire, planter les enjeux, apporter des pistes de solutions, et puis poursuivre en faveur des entreprises finistériennes les réflexions et surtout les pistes d'action concrètes. Donc, il y a cette conférence le 30 septembre. On aura également, Anthony a évoqué, une deuxième conférence sur la cybersécurité le 18 octobre. Donc là, j'anticipe également, où là, on aura un certain nombre de partenaires. On a organisé une première fin avril avec un certain nombre d'intervenants. On aura notamment dans ce cadre-là une primeur, c'est que l'APEC, notamment, est mandatée par la région
pour réaliser l'étude sur les besoins en main-d'œuvre et cartographier un peu les métiers de la cybersécurité. Et on aura la primauté de la restitution d'études dans ce cadre-là le 18 octobre. Ce qui est important on l'a bien vu, la brique RH est importante. Un dernier élément, c'est que vous savez peut-être, les CCI sont à la manœuvre à travers les conseillers pour déployer aussi les différents plans gouvernementaux, notamment dans le cadre de la relance. Et cette semaine ou la semaine prochaine, l'État va commencer à déployer des initiatives sur la sobriété énergétique. Donc, restez connectés ou on viendra vers vous, mais il y a vraisemblablement des dispositifs qui vont être mis en place. Là, on est sur un premier train plutôt de communication, mais je pense qu'on viendra, l'État nous mandatera sur des actions d'accompagnement des entreprises. Et puis, comme je disais, sur cette thématique achat-approvisionnement, il nous paraît important qu'on puisse continuer à accompagner les entreprises, à réfléchir, à proposer des solutions concrètes. Donc, vous pouvez revenir vers Magali qui vous posera des suggestions, mais également, on est à votre disposition pour vous accompagner sur des initiatives. Et on compte bien, en tout cas, prendre des initiatives, notamment avec le CNA, parce qu'il nous paraît important de continuer à travailler, de vous apporter des solutions concrètes. On voit qu'il y a des pistes sur lesquelles on peut intervenir. Voilà, merci. Peut-être on passe justement aux remarques, aux suggestions, aux questions, en tout cas, en les espérant nombreuses. Donc, en termes de l'agenda, juste il y a aussi l'Open de l'industrie le 13 octobre à Saint-Brieuc. C'est aussi un moyen de sourcer local aussi, et d'échanger aussi entre pairs. Donc là, vous avez aussi le lien hypertexte. Et il y a un autre événement qui est à la fin du mois, qui est organisé par le CNA Bretagne aussi, qu'il ne faut pas oublier, qui aura lieu à Rennes. Donc, je laisse la parole du coup à Anthony. Merci Magali. Oui, on a une actualité florissante au niveau CNA. En fait, on a notre rendez-vous annuel. Ça fait 3 ans qu'on l'a pas fait pendant cause pandémie. Donc, Bretagne Achat 2022, où on réunit à peu près 150 acheteurs. On ne sait pas encore, ça va bouger beaucoup, mais 150 acheteurs en fait bretons. Pour une journée sur Rennes, et cette journée est animée autour d'ateliers et de conférences. Donc les conférences qui vont porter évidemment sur le sujet de la natation, on va revenir dessus, sur les sujets du make-or-buy, et les ateliers sur la digitalisation, sur la contribution des achats au bien-être des salariés. C'est moi qui vais animer ça. Voilà, donc on a beaucoup de thématiques en fait du métier. L'idée c'est aussi de prendre un peu de recul, de ne pas être juste en fait dans ce tourbillon de crise, mais justement trouver des solutions structurantes pour faire grandir la fonction. Et évidemment, c'est aussi une occasion de réseautage. Clairement, en fait, les participants plébiscitent pour les ateliers, pour les conférences, mais surtout pour se voir et pour échanger des bonnes pratiques, des coordonnées, pour se conseiller. Comme je l'ai dit, ils ne resteront jamais isolés. Donc nous, cette journée, la priorité absolue, c'est que les acheteurs se connectent. Donc n'hésitez pas, ce ne sont pas que les acheteurs, on a des entreprises qui viennent. Si vous êtes intéressés, on enverra le lien de l'inscription. Ça se passe à Rennes le 30 septembre, le vendredi 30. Tout l'agenda en fait tout l'agenda est déjà calé, et surtout penser à cet événement dans le côté de ne pas rester isolé. C'est un vendredi en plus, c'est parfait. C'est un vendredi, exactement. Oui, voilà, c'est ça. C'est au centre-ville de Rennes. Vous pouvez après. C'est le week-end à Rennes. Non, ce sera la fac Éco, je crois, c'est ça? Oui, c'est la fac du Sciences Éco qui est en plein centre-ville de Rennes. Donc on peut y aller en métro. Il est mentionné RSE. Et venir en train, du coup, en plus. Oui, venir en train. Un père, Rennes métro, après les métros. Électrique. Voilà. Exactement. Mobilité verte. On se laisse un petit peu de temps. Il y en a certains de nos internautes qui nous ont quittés, mais qui ont trouvé le sujet très intéressant. Il nous reste 5-10 minutes pour des échanges et questions-réponses aussi. Profitez qu'Anthony soit là aussi pour éventuellement poser vos questions. Apporter aussi vos retours d'expérience, émettre des suggestions justement pour construire ensemble. C'est libre en présentiel et libre en distanciel. Effectivement, on va dire que c'est n'importe quoi, mais je n'ai pas de problème. Les automates numériques sont acceptés à partir du moment où il y a un dialogue. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'avec Anthony, on a l'habitude de travailler ensemble parce qu'on travaille déjà dans le cadre. On a un club achat 35 aussi en Ille-et-Vilaine. Et depuis quelques années, 3-4 ans, depuis la naissance du CNA Bretagne, parce qu'il est
On collabore régulièrement ensemble et on fait notamment des after-work. Donc, on se réunit le soir autour d'un verre entre acheteurs de façon très informelle. On parle d'autre chose que les achats. Et c'est aussi une opportunité justement d'échanger voilà, sur des sujets vastes et variés parce qu'on a vraiment besoin de l'autre pour avancer. Et ben, construire ensemble, c'est aussi sympa. Donc, cette notion de relation fournisseur, on est aussi sur la relation avec les ressources internes et externes de votre écosystème. Est-ce que vous avez des remarques autour de la table, justement, parce que là, je vous vois en plus, donc c'est plus facile. Est-ce que vous voulez faire un petit retour déjà de ce que vous avez vécu ce matin? C'était très précis, très concis, très agréable à écouter, c'était fluide. Des sujets... Ah, pardon. Non, mais oui. C'est du confort pour nos... Oui, bien sûr. Les journalistes. Bonjour à tous. Donc, remercier déjà Anthony pour donc la conférence. C'était un sujet vraiment très, très riche et puis surtout des sujets que les confrontés tous. Donc, mon activité s'est centrée sur l'import-export, donc par rapport à la relocalisation, pardon. Donc, il y a des matières qui peuvent être justement relocalisées, mais d'autres non. Donc, dans ces cadres-là, comment envisagez-vous, quelle stratégie vous conseillez aux entreprises d'aujourd'hui confrontées à cette crise, justement prévoir ces achats et dans ces contextes compliqués? Je pense que ça dépend de quoi on parle, de quelle matière, de quel sujet, etc. À nouveau, je répète, je pense qu'il ne faut pas être dogmatique. Ça, c'est un point important. Il y a évidemment une dynamique de relocalisation qui est majeure, en fait, et qui va se concrétiser. Donc, il y a beaucoup de sujets qui vont arriver et le territoire breton, comme très souvent, va être en avance. Néanmoins, comme vous l'avez dit, en fait, il y a des ingrédients, des matières qu'on ne peut pas se trouver ailleurs. Alors, soit on se dit on arrête parce que c'est trop compliqué, c'est trop cher, etc. Soit on se dit en fait on va les gérer différemment. On va les gérer différemment parce que le transport est compliqué, parce que l'économique est compliquée, mais on va aussi les valoriser. Il serait quand même dommage de mêler relocalisation à isolement sur soi. C'est un sujet moi qui est très important parce que au niveau du Sénat on parle beaucoup de relocalisation. Moi je fais souvent en fait un petit peu le contre-feu pour dire il y a la localisation mais il y a aussi garder l'ouverture en fait sur le monde au sens large du terme. Donc typiquement on a parlé tout à l'heure, vous avez des ingrédients très très spécifiques qui viennent d'Amérique du Sud qu'on ne va pas faire pousser en Bretagne a priori et pourtant ils apportent une plus-value, ils apportent une identité, ils apportent une caractérisation d'un produit et ça justement c'est une valeur. Je pense que le sujet va plutôt être dans la valorisation de ce type de produits qui vont être des éléments de distinction, de différenciation et qui vont prendre une valeur plus importante avec une notion de supply en fait qui va être, je pense, stratégique. Donc c'est aussi repenser son acte d'achat, mais valoriser aussi les apports d'autres pays, d'autres cultures. Donc sécuriser la supply et valoriser les produits. En tout cas, c'est ma vision à date. Merci. Et on a la bonne nouvelle qu'on a des questions avec nos internautes. Donc, merci pour ces deux questions. Donc, la première, c'est pensez-vous que les achats en réemploi peuvent aussi être une solution dans des secteurs comme l'industrie, par exemple? Alors moi, je peux déjà parler parce que dans le temps qu'Anthony réfléchisse. Parce qu'on n'a pas été l'industrie, là, non, quasiment. Dans les achats en réemploi, est-ce que l'achat d'occasion, finalement, est aussi une solution? Donc nous, sur le Livelaine, on a développé un catalogue du réemploi entre entreprises du 35 et c'est un catalogue qui fonctionne super bien. Donc oui, les acheteurs achètent du réemploi. Ils ont même le réflexe d'envoyer un mail en me disant « Est-ce que par hasard, tu aurais dans ton réseau du mobilier de bureau, par exemple, pour équiper une nouvelle salle ou des bureaux ?» Voilà. Donc oui, ça se fait aujourd'hui. Donc, et c'est une tendance, je pense. Pour compléter ce que dit Magali, c'est aussi notre volonté sur le Finistère d'avoir cette approche justement du réemploi dans une dynamique d'économie circulaire. Tout à fait. On va déployer le catalogue, donc ce qui s'appelle les boîtes à ressources du 35, on va les déployer dans le Finistère. Donc, ce sera les boîtes à ressources du 29. Je vais rien dire de plus. Est-ce que je suis totalement d'accord? Non, c'est une logique sensée en fait. Et quelque part, ça fait écho aussi à nos comportements en tant que citoyens. Tout simplement, on parle beaucoup de réemploi sur les vêtements, sur beaucoup de sujets.
disons, ce qu'il faut, à mon sens, c'est agission entreprise comme on agit en tant que citoyen, tout simplement. Donc, des choses simples, logiques. C'est vrai que ça demande en fait de la coordination, ça demande des outils. Ça tombe bien, vous avez Laurent, vous avez Magali, vous avez une dynamique qui est là pour vous aider. Mais après, tout simplement, je pense qu'il y a des solutions qui sont à portée de main et toutes simples. Donc, en effet, le réemploi est vraiment, pour moi, un acte même stratégique du quotidien. Et là encore, il vient adresser le sujet de l'état des sols, qu'on a évoqué tout à l'heure. Tout à fait. Et en parlant de réemploi, notamment sur l'emballage, on a déjà eu des industriels qui s'échangeaient justement de la doufline qu'ils recevaient par exemple de leurs fournisseurs et qui n'en avaient plus besoin, qui jetaient à la benne et qui pouvaient servir à l'entreprise voisine. Donc ce genre de choses, pareil pour les cartons, pour les palettes. Donc le réemploi, c'est assez simple à mettre en place. Et nous, sur la zone de la Mivoie, qui était donc la Jeannet, dans le pôle sud-ouest de Rennes, il y a eu des échanges qui se sont faits naturellement sur le carton et sur la palette. Donc voilà, oui, entre acheteurs, on peut aussi s'entraider. Parce que le déchet, ça coûte aussi. Et une autre question. Avez-vous un site Internet à proposer pour suivre l'évolution du tarif des énergies, notamment l'électricité? Ah là, c'est une question pour Anthony. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut peut-être montrer en direct, Magali? Ah oui. Alors, il y a plusieurs sites. Bon, disons que le marché est compliqué, c'est-à-dire qu'en électricité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de transactions. On a des transactions sur une bourse, et donc ce sont des informations publiques, là, qu'on va vous montrer, et des informations de gré à gré, entre un vendeur et un acheteur, plus des établissements financiers qui font des compensations. Là, on n'a pas accès. Ce sont des transactions qui sont soumises à discrétion et qui, selon, sont des prix décorrélés des marchés boursiers. Et aujourd'hui, les achats spot, c'est-à-dire pour les besoins de tout de suite, sont faits sur les bourses. Les achats à terme, par exemple pour l'année 2023, sont faits de gré à gré. Mais je vais vous montrer ce que je suis moi. C'était le gaz que tu avais, pas sur l'électricité. Non, mais est-ce que tu peux me montrer peut-être un site de... Non, si tu coupes... Ah oui, sur le net. Sur le net, sur le net. Yes. Je te laisse la main. Oui. Je vais vous partager l'écran après. Désolé, tu vas prendre tous les cookies. Je fais au plus simple. Alors... Arrivé. Là, et on va aller voir plutôt vendredi, juste pour donner un exemple. OK. Alors, ici, on est sur le site EEX. Donc, c'est le site de référence en fait, du marché européen pour les tarifs électricité et gaz. Vous allez retrouver en fait les informations donc, de ce marché boursier sur les cotations spot, c'est-à-dire si j'achète l'électricité aujourd'hui, combien je la paye pour maintenant, là, pour la consommer tout de suite, combien je paye si je n'ai pas de contrat au prix spot, les achats à terme pour le mois prochain, pour le trimestre prochain et pour l'année prochaine. Et là, si on prend cet exemple, ici, vous allez retrouver, je vais vous montrer l'année, voilà. Vous allez retrouver en fait, là, ce sont les prix électricité française sur le marché boursier, donc de vendredi dernier, ce qui n'y a plus de cotation depuis vendredi, enfin du 9. Et donc, on est aujourd'hui à 552 € du mégawattheure. En base load, donc c'est en zone basse consommation, et en peak load, vous êtes à 929. Donc, vous pouvez suivre en fait les évolutions. On a le prix 2023, 2024, 2025, 26, 27, 28, etc. Et après, vous avez tout l'historique, ça qui est surtout intéressant, tout l'historique des prix que vous allez retrouver ici. Donc, l'historique, ma période, le jour au week-end, la semaine prochaine, le mois prochain, les trimestres prochains et les années prochaines, les différents prix. Et c'est là où vous allez retrouver le fameux 1 000 €, 1 300 € du mégawattheure qu'on a rencontré cet été. Donc, moi, c'est ce que je suis tous les jours. Alors, c'est pas les matins, ça ne sert à rien. En fait, les marchés ouvrent en fait, à partir de... là, il y a déjà des transactions qui ont dû opérer. On peut voir, en fait, je montrerai après, mais on a quelques transactions et c'est à partir de 15-16 heures qu'on commence à avoir des prix intéressants. Et après, vous avez le settlement price, vous voyez au milieu, qui est le prix de clôture. C'est le prix de référence du marché et c'est ça qui va donner la tendance en fait, du prix du moment. Donc, dit autrement, ce soir, par exemple, cet après-midi, si je veux voir mon fournisseur d'électricité, je vais dire
Je vais attendre le settlement price et je vais essayer de prendre une position en disant je vais couvrir 2023 entièrement. Je sais que le settlement price en base load prix bas, c'est 552. Le peak load, on l'a vu tout à l'heure, 900 quelque chose. Lui, il se met un premium par-dessus. Donc, il se met une marge et des coûts de transaction, etc. Et en plus, il y a une prime de risque en ce moment liée à un manque de liquidité des marchés. Donc voilà, et ça va me donner un prix global pour couvrir l'année 2023. Mais à partir du moment où je sais à peu près factoriser ces éléments de prime, de surcoût, etc., j'ai ma base en fait qui est là sur EUX en fait, et je sais me projeter. Donc c'est le site le plus pertinent en fait pour pouvoir suivre, on va dire, sur toutes les bourses énergétiques, en sachant, si vous êtes impatient, vous ne pouvez pas attendre l'après-midi, vous allez voir le marché allemand. Le marché allemand est toujours en avance sur les transactions. Et donc, la tendance allemande vous donnera la tendance française. Merci pour les bons tuyaux. Ouais. On mettra le lien. Pour le marché allemand, c'est quel site? C'est le même. Ah, c'est le Voilà, même. là, on change. Je montre Magali. Ah oui, d'accord. Voilà, Okay. Dutch pour... Tchèque, Dutch, UK, etc. Alors, typiquement, comme je vous l'ai dit, moi, chez Eurosnack, en fait, on travaille en France, en Angleterre et en Espagne. Donc, j'ai 3 marchés complètement différents. On est sur les tendances différentes, on est sur les structurations et les contrats différents. Donc, je dois suivre les 3 en parallèle avec mes 3 consultants, avec cette base-là, avec l'échange avec mes fournisseurs. Et vous achetez pour le groupe? Oui. Donc, voilà un site. Et il y a un deuxième site, si tu peux taper, qui est un peu plus simple à visualiser, alors qui est toujours en retard de 1 jour, mais qui est très clair aussi, c'est OMIP, O-M-I-P. Voilà, c'est celui-là. Alors, c'est un site à la base espagnol, mais que je trouve super sympa, parce qu'il est tout simple. Voilà. Ouais, et puis il y a des graphiques. Et puis les graphiques, voilà, c'est sympa aussi. Donc là, par exemple, alors vous avez vu, c'est en haut à droite, c'est l'Espagne, le Portugal, la France et l'Allemagne. Vous avez retrouvé Power et Natural Gas, donc électricité et gaz. Le prix du spot, le prix à la semaine, le prix de mes quarters, par exemple, pour l'hiver 2022, le prix de l'année 2023. Et si tu cliques par exemple sur 2023, voilà, vous avez retrouvé à droite le prix 2024. Alors non, il y a 2025, 2026, mais en ce moment, c'est un peu calme. Et de la même manière, je me permets, pardon. De la même manière, en fait, vous avez retrouvé aussi par période. Si je clique sur 2022, L'hiver 2022. l'hiver 2022, je vais avoir aussi des cotations disponibles sur le summer 2023, l'hiver 2023. Donc, on peut couvrir sur un mois, on peut couvrir sur un trimestre, on peut couvrir en fait sur un semestre ou sur une période. Attention, les couvertures dépendent très clairement de vos contrats et des us de chaque pays. Typiquement, en France, les contrats sont très différents pour les couvertures. En Espagne, moi, je peux couvrir complètement librement. Je peux couvrir un mois, je peux couvrir un trimestre, une année, voire 10 ans. L'Angleterre, c'est pareil. En France, c'est un peu plus technique. Voilà pour les deux sites, mais EUX, c'est vraiment le point de référence officiel. Et je vais juste montrer à ce moment-là. Je me permets. Oui, vas-y. Non, je ne peux pas le faire avec. Merde. Ah. Non, c'est sur une appli, c'est mon site de projection. Alors, j'ai aussi une source, mais qui est privée et payante, qui s'appelle Mintech, M-I-N-T-E-C. Alors, Mintech est une référence en la matière dans l'industrie agroalimentaire et aussi métallurgique. C'est un outil d'analyse en fait des cours. Donc, vous trouvez les cours spot, les cours du moment, quelques éléments de projection. Et là, ils ont développé un module de projection, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, en fait, on voyait mal sur le graphe, mais avec les courbes du plastique, qui me permet d'avoir des tendances dans les prochains jours, prochaines semaines, et de savoir quand on atteint les points hauts estimés, les points bas estimés, et ils nous mettent des recommandations de couverture également. Ouais. Alors, le problème, c'est que... comme ça, on voit le logo et puis le potentiel. Vous l'avez cité tout à l'heure. Hein? Oui, j'ai cité tout à l'heure. Fait. Et donc là, typiquement, vous avez retrouvé tous les aciers, vous avez retrouvé toutes les parités, vous avez retrouvé toutes les matières premières agricoles essentielles. Voilà, donc on a quand même des informations assez intéressantes. Alors, c'est aussi très, très bien fait. Et surtout, l'analyse de projection, elle est basée sur une multitude de paramètres revus toutes les semaines. Donc, c'est intéressant s'ils corrigent même leur tir. Parce que dans un monde de volatilité comme on le connaît, une nouvelle géopolitique, une annonce du président Poutine, en fait, et tout change. Donc, ils remettent à jour très rapidement. Ça permet d'avoir des éléments de décision. À nouveau, l'information, c'est la décision. Merci pour les échanges de bons tuyaux. C'est toujours utile. Vous voyez comme quoi on a démontré ce matin qu'en échangeant entre pairs,
on peut se donner quelques idées. Eh bien, il est 12h11, donc c'est l'heure de clôturer notre conférence technique. J'espère que ça vous a plu. Ouais, peut-être fini. Magali, Oui. je voulais savoir si un club d'achat en neuf est envisageable maintenant qu'on... Voilà, tout à fait envisageable. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et j'ai même quelques Brétiliens qui sont, comme moi, réfugiés dans le Finistère et qui seront très intéressés pour remonter un club ici. Donc oui, c'est possible. Et c'est possible aussi de créer des passerelles avec le club Achat35 et le CNA Bretagne. Super. Voilà. Oui, enfin, je pense à nouveau, on a l'exemple du 35 qui est hyper dynamique, parce que Maggie est à côté de moi, mais c'est lui qui l'a animé, et qui est super dynamique, avec un niveau d'entraide assez incroyable. Donc, on peut quand même suivre les mails, il y en a beaucoup quand même, mais tout le monde échange et s'entraide. Il y a une dynamique de réseau, des conférences aussi régulières, etc. Donc oui, en effet, je vous invite à développer ce club. En fait, juste 2 personnes, ça suffit déjà pour faire une dynamique. Et quand on commence à 15 ou 20, là, ça commence à être très riche. Et après, juste au niveau Sénat, je passe pour un paroisse quand même. Donc on a aussi notre association de Sénat qui est différente des clubs achats. À nouveau, c'est une réflexion qu'aussi on peut avoir avec la CCI sur comment continuer le partenariat. On a des adhésions aussi, nous, individuelles, d'entreprises, etc. Donc, n'hésitez pas aussi à consulter les éléments de Sénat. Je serai mes coordonnées si vous êtes intéressé. Le Sénat vous donne accès aussi à des ressources nationales. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver en fait un homologue de la même activité que vous, qui est basé, je sais pas, dans l'Est ou dans la région PACA. Et là, c'est intéressant parce que vous allez échanger entre acheteurs qui achètent la même chose à l'autre bout de la France. Voilà, plus toutes les ressources que j'ai évoquées également. Donc, merci Anthony. Vraiment, merci sincèrement d'être venu jusqu'à nous quand même, parce que c'est vrai qu'il a un agenda hyper chargé et venir jusqu'au Finistère, c'est vrai que c'est un petit peu d'organisation logistique également. Donc, un grand merci. C'est avec grand plaisir, puis on est en Bretagne, sur le territoire. Donc... Et je laisse le dernier mot peut-être à Laurent. Non, oui, merci à tous. Encore merci Anthony pour cette intervention, je pense, intéressante. Et puis, voilà, comme vous l'avez compris, l'avenir nous appartient. Donc, nous, en tout cas, effectivement, c'est de pouvoir poursuivre sur cette thématique. Alors, oui, club, ça fait partie des perspectives, mais on a derrière pas mal de chantiers sur les synergies locales, on a parlé du réemploi, mais également, clairement, le fait de se structurer et en ayant en miroir nos collègues du 35, ça devient aussi crédible dans la stratégie de la région de relocalisation ou de réindustrialisation, comme on peut l'appeler, mais en tout cas de s'inscrire dans cette dynamique et d'inscrire les entreprises qu'on pourra embarquer dans cette dynamique avec des solutions concrètes à la clé.